Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans le comics? Je suis Seb et pour m'accompagner dans cette émission, c'est un fidèle maintenant. Voilà, on peut dire qu'il est presque intégré au crew. C'est mon petit Chris. Salut mon petit Chris, comment tu vas? Salut Seb, comment vas-tu? Et bonjour à tous les auditeurs et les gens qui nous écoutent ou nous regardent. Ouais, parce que voilà, on va le dire, on est à la fois en YouTube et en podcast. Je commence de temps en temps à faire un peu de YouTube. Voilà, c'est pas trop ma cam pour la partie manga, mais là je me dis bon, comme on va parler d'un comics cette fois-ci, on avait déjà traité avec Manga Badass, on avait fait donc les 4 Fantastiques, donc la partie Ultimate 4 Fantastiques, tu sais le launch qui avait été fait Yes. il y a maintenant une quinzaine d'années, qui est vraiment quali pour le coup. Et on avait fait ça pour la sortie du film cet été. Et j'ai pas refait encore de comics depuis, donc là, c'est vrai entre temps, moi, j'ai lu Absolute Batman, comme vous pouvez le voir dans le titre de l'épisode, et j'ai dit, bah, viens, faut qu'on en parle, c'est vraiment trop, trop bien. Même si on abordera légèrement le tome 2 sans le spoiler, pour donner un peu l'avis, Yes. j'ai quelques petites réserves dans la globalité du tome, qui pour moi sont les écueils classiques dans lesquels tombent les comics, et sur le fait de faire des compilations en mettant plein de choses autour de l'histoire principale, qui a tendance un petit peu à noyer le propos et à te sortir un peu de l'œuvre. Mais on en Je reparlera peux tout à comprendre. l'heure. Ok. Voilà. Déjà, est-ce que tu as des petites choses à me raconter, voilà, sur ton actu? T'es toujours sur Manga Sûr, toujours fidèle, a Ouais, priori. toujours fidèle. Ça va bientôt faire 1 an que je suis dans l'émission. Ça se passe toujours aussi bien Ouais. avec Bitel, Caroline, Mister Adibou, Yamato. Et puis après, il y a les restes de l'équipe. Il y a Marie Palot, même si j'ai pas encore fait d'émission avec elle. Il y a Reza aussi et Ken Bogard. Ouais, je pense que j'ai à peu près cité T'as fait ta tout le première monde. émission avec Ken Bogard, j'ai vu. Ouais, Enfin. le mois dernier. Le mois dernier, c'était très cool. Il a fait son mea culpa sur Frieren, c'était marrant. Du Ok. coup, parce qu'il avait pas aimé Frieren au départ. Et en fait, il a fait son Sympa, mea Freerun. culpa. Ouais, c'est très cool. C'est très très Ouais, chill. Et ce qui arrive, là, il n'y a pas d'épisode cette semaine à l'heure où on enregistre, mais du coup, là, la deuxième partie de l'animé là va être très 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 fun. Tu suis en anime? Ouais, je suis en animé, ouais. Ouais, je Ok. pense que j'ai déjà les bouquins à la maison, mais j'étais plus sur l'animé, mais je pense que là, j'attendrai pas la saison 3. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Et sinon, bah écoute, ouais, non, l'émission se passe très bien. Même en régie, on a une très bonne team aussi qui gère ça. Ouais, ça te rappelle un peu Euh, les belles années de Tomodachi, hein, Ouais, qui étaient exactement. Et cool. d'ailleurs, Tomo n'est pas mort, mais avec Milk et peut-être Johan, parce que du coup, la soirée Itchy the Witch lancée par Kiyun, on a un peu discuté tous les Ah oui. trois, et donc on essaie de faire une petite refonte. Il y avait aussi le Kinji qui était là, donc tous mes petits joyeux lurons qui ont participé à Tomo. Et c'est vrai que ça s'est arrêté un peu précipitamment. On n'est jamais revenu dessus, mais un jour on le fera. Mais Ouais, puis voilà. il y a pas besoin. Alors, votre prod était cool avec Kevin. Mm. Vous avez cette chance-là d'avoir un studio, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse prod. Non, bien sûr. Aujourd'hui, non, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on a eu un gros pic il y a 2, 3 ans, même un peu 4 ans même, dans le podcast game manga. Il y avait plein de gens qui faisaient du podcast. Et là, ça s'est éteint, en fait, d'un coup. Je crois que je dois être un des derniers survivants. On a Alligato Podcast qui, lui, est plutôt orienté sur la partie vraiment interview, des gens qui font le podcast. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez un peu élitiste, mais qui est hyper intéressant quand même. Et puis, qui a ce côté un peu patrimoine. Je trouve que c'est bien ce qui fait ça. On a toujours Equilibris avec Foxito, mais il s'est orienté maintenant sur plutôt, il fait de la BD, il fait du comics, Ah, il fait un ok, peu de tout. d'accord. Ok. Ouais, il Je a savais vraiment pas qu'il étendu son avait truc. changé Foxito, ouais. Mais j'ai remarqué, alors s'il écoute l'émission, qu'il vient me faire un petit coucou, c'est vrai qu'on n'a pas parlé depuis un petit moment, mais son Instagram est à l'arrêt depuis pratiquement 1 an, alors qu'il avait un gros Instagram, donc je ne sais Mhm. pas s'il a arrêté le côté influence aussi. Donc, bref. Et puis finalement, il reste plus grand monde en fait. Moi, je continue, j'ai un peu réduit le rythme, mais je continue toujours à faire un peu de manga, je fais un peu de comics parce que je sais pas si j'irai vers la BD, mais le comics, moi, ça m'a occupé quand même un bon nombre d'années, donc je trouvais ça bien de pouvoir faire de temps en temps une petite pastille comics. Mais voilà, je sais qu'on a pas mal discuté tous les deux. On a quand même quelques émissions de prévues en manga où on va continuer un peu de faire ça. Donc il y a une place. C'est là où je voulais en venir, parce que après ce long détour, il y a une place. Je pense que vous avez une communauté qui est cool aussi et qui, si vous faites à la fois du YouTube et du podcast audio, Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Faut juste ça va être qu'on, simple, hein. faut juste qu'on se restructure un petit peu. Mais en tout cas, Tomo n'est pas Trouver juste un mort. angle de quoi parler. Voilà, Si vous exactement. gardez la ligne de Surtout que là, Tomodachi. on va parler de beaucoup de choses. Tu vois, là, aujourd'hui, on parle de comics, mais je pense que ça va être prévu. Le problème, c'est qu'on était trop dans une niche animé, manga, etc. Ouais. On a essayé d'en sortir un petit peu.
Mais je pense que là, clairement, on sera plus libre, en tout cas, de faire un peu ce qu'on veut. Pas qu'on ne pouvait pas à l'époque, mais c'est vrai que comme, en fait, on était déjà dans une niche, on a préféré rester dedans pour pas perdre les gens. Parce que des émissions, on en avait des projets. Johan, il voulait monter une émission comics. On voulait, avec Sullivan Rouault, on voulait faire une spéciale Tortue Ninja aussi chez iComics. Finalement, ça s'est pas fait. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Mais en tout cas, Tomo n'est pas mort. Et en attendant, du coup, ouais, je navigue chez Mangasure où ça se passe très bien. C'est bien. On a fait une émission hier avec le retour de Kazé. Donc on a eu le directeur marketing et Jérôme et du coup Léa qui est une équipe, qui fait partie de l'équipe édito. Voilà, ils nous ont un peu expliqué pourquoi il y a eu ce rebranding, pourquoi Crunchyroll est parti, pourquoi c'est Kazé qui revient, le rachat de HarperCollins, du coup qui est une grosse maison d'édition depuis voilà, moultes années. Donc voilà, en tout cas, ils ont été archi transparents, Kazé, sur leur retour, les problèmes qu'il y a eu avec Crunchyroll qu'ils ont rencontrés, notamment au niveau de la DA, tu sais, toutes les histoires de jaquettes qu'il fallait renvoyer, etc. Tout ça. Donc ils ont été transparents, franchement, ils ont évoqué pourquoi justement il y a eu tout ce bric-à-brac là, et je vous invite, si jamais vous voulez en savoir plus, ce sera en rediffusion sur la chaîne de Bitel, et c'est déjà en libre accès parce que ces rediffs sont gratuites à Bitel, donc c'est sur sa chaîne Twitch, Bitel 2, voilà. Parce qu'avant c'était pas gratuit. Non, mais tu sais, ça dépend sur Twitch. En fait, quand t'es pas abonné, tu n'as pas accès à la rediffusion, tu vois. Mais lui, du coup, c'est ouvert. Tu peux, même si t'es pas abonné à lui, tu peux aller sur Twitch. Est-ce qu'il est, on parle d'un truc très transparent, est-ce qu'il est content des audiences de Mangasure, parce que ça a été un gros carton à l'époque du stream. C'était des milliers et des milliers de vues. Je pense pas qu'il en est à ce niveau-là aujourd'hui avec Mangasure. Mais est-ce que ça prend quand même? Est-ce qu'il y a toujours une bonne évolution? En moyenne, de ce que j'ai compris, c'est que ça tourne entre 300 et 400 viewers par émission. Tu vois, pour une émission tous les 15 jours. C'est direct. Voilà. Et sur YouTube, je crois que par vidéo, il est entre 4 et 5K de vues. Donc, en fonction des sujets, bien évidemment. Mais de ce que j'ai vu, franchement, c'est des bonnes stats. Nous, on n'a jamais fait ça à Tomo, tu vois. Mais franchement, c'est des bonnes stats pour ce qu'il fait. Et notamment, tu vois, c'est pas les stats, si on est un peu objectif, c'est pas les stats que faisait Mangasure. Oui, évidemment, à l'époque du stream. C'était du 2-3 000 mais pour viewers par émission. pour quelqu'un qui a récupéré l'émission, parce que Bitel, il a tout repris à son compte. Voilà, il est reparti. Il a négocié avec du coup Webedia pour récupérer la marque Mangasure. Avec sa boîte de prod, faire une refonte et surtout aussi garder l'équipe, tu vois, parce que du coup il y a quand même des gens des anciens de chez Webedia et d'autres personnes avec qui il travaille. Je connais pas tout le monde, mais voilà, en tout cas il a récupéré Mangasure et là il en est à sa deuxième saison, je crois, depuis qu'il gère le bateau tout seul. J'espère que l'écosystème arrive à prouver son rythme, parce que c'est vrai qu'il faut dire les choses, ils étaient salariés, les gens avant, ils étaient payés par Webedia pour faire l'émission. Donc là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il est transparent et qu'il y a quand même des émissions qui sont sponsors. Donc, tu vois, les producteurs touchent quand même, tu vois, leur cachet et tout. Donc, en vrai. Il arrive quand même à gérer ça, c'est bien. Ouais. Non, là-dessus, il est archi transparent et très honnêtement, voilà, c'est lui qui m'a tendu une main pour me dire voilà, les émissions avec Tomo sont arrêtées, mais je te trouve pertinente et passionnée surtout. Faut que tu gardes cette flamme. Donc, est-ce que tu veux rejoindre l'équipe? Je dis oui, avec plaisir, tu vois. Et ça m'empêche pas de faire mes activités à côté. T'es bénévole ou t'es payé là-dessus? De quoi, sur Mangasure? Bien sûr. Mangasure, je suis payé quand c'est des émissions de sponsor. Si je dois faire une chronique sponsorisée, je serais payé, tu vois. Mais sinon, en vrai, après, voilà, si je viens, moi, il y a un planning qui est rempli où moi, j'ai déjà tout rempli sur la saison. Quand est-ce que je serai là ou pas là? Mais en fait, je suis là tout le temps, donc. Donc il faut aussi que tu fasses tes preuves entre guillemets, parce que oui, voilà, bien sûr. De base, quoi. Bien sûr. Hier, c'était ma première sponsor avec Kazé, tu vois. Donc j'avais préparé mes questions à l'avance. On avait fait la conférence de presse lundi aussi. Oui. Donc voilà, en tout cas. Je t'ai posé ma question. C'était laquelle déjà? Rappelle-moi. C'est moi le petit trublion qui t'a dit. Alors du coup, Kazé c'est bien, mais à quand le retour d'Asuka? Ah oui, non, Asuka ne reviendra pas. Mais en tout cas, ils ont commencé. C'était du troll. On est revenu sur les débuts d'Asuka jusqu'à Kazé et tout, etc. Mais franchement, honnêtement, c'est une bonne émission. Et vraiment, je vous invite à l'écouter pourquoi il y a le retour de Kazé, qu'est-ce qu'ils ont prévenu pour l'avenir, ce qu'ils vont éditer, il y a des nouveaux titres qui vont arriver, etc. Donc en vrai, je vous invite
à checker ça. Et moi, je suis très content que Kazé revienne, puisque très honnêtement, j'étais pas full Crunchyroll. Voilà. Ouais, après moi je leur reproche pas tout non plus, mais c'est vrai que ils ont quand même des bonnes licences. Après on peut leur reprocher le côté DA qui était assez particulier. Ils ont voulu certes avoir une certaine homogénéité. Moi ça m'a pas dérangé parce que bon, on est des vieux tous les deux, donc on les a vécus tous ces trucs là qui fait que ça a changé, que c'est revenu. Enfin bref, les changements de DA, les changements d'édition, etc. Les tailles qui correspondent plus d'un tome à l'autre. Ouais, c'est chiant, mais bon, bref, c'est Ouais. C'est pas toujours simple d'arriver à suivre le truc comme on veut. C'est ça, mais bon, en tout cas, j'ai confiance. Et puis en plus, tu as Mehdi Benrabah, qui est du coup l'ancien directeur éditorial de Pika, qui du coup est revenu chez Kazé, parce qu'initialement, il venait de chez Il est Kazé. allé là, du coup. J'avais pas la suite des éléments. Exactement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est ça le truc secret dans lequel il devait s'embarquer. Exactement. C'est un gros risque qu'il prend parce que bon, c'est une grosse maison, Crunchyroll, on va dire les choses. Mais Pika, il était quand même bien assis, quoi. Donc, oui, après c'est aussi un choix personnel parce qu'il y avait la distance, le temps de trajet et tout, etc. Parce qu'il était à l'opposé des bureaux de Hachette. Donc en vrai, c'est un choix aussi perso après 10 ans pour avoir une vie un peu plus chill aussi. Et puis on n'est pas à l'abri d'un truc, un coup de théâtre où on apprend que dans 2 ans, HarperCollins est racheté par Hachette et puis que finalement Crunchyroll revient dans le giron de Hachette. Ouais. Enfin, vient dans le giron de Hachette. Enfin, bref. On sait pas. C'est tellement le mercato à chaque fois que. Non. Ouais. Puis on peut faire un petit point, c'est qu'on envoie plein de force à tous les libraires en ce moment parce que c'est une période très 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 compliquée. Marché du livre, marché de la bande dessinée, le marché. Là, c'est tous les marchés confondus qui prennent un bon petit coup de plomb dans l'aile. C'est vraiment chaud. Voilà, moi, je sais que mon propre libraire, j'ai envoyé un petit message pour prendre des nouvelles. Il me disait c'est une cata. Le mode féerie, a priori, est une énorme galère en termes de fréquentation. Les gens n'ont pas de thunes. Je peux l'entendre, on le voit. Nous-mêmes, en tant qu'actifs, on travaille tous les deux. Et pour autant, moi, je sais que j'ai vachement réduit parce que c'est compliqué d'arriver d'être sur tous les fronts. Donc on leur envoie plein de soutien parce que on est dans une période un peu de creux là qui va passer, mais où on n'est plus dans les années fleuves où le manga se vendait par carton. Je pense que les éditeurs ça doit être galère aussi, on le voit. On a les éditions petit à petit qui sont en redressement judiciaire, donc par in extenso Kotodama qui est un peu dans l'incertitude. T'avais pas l'info? Non, je te l'apprends peut-être. Non, j'avais pas l'info, effectivement. Ouais, petit à petit, donc l'éditeur qui du coup sponsorise, c'est pas le bon terme, mais où il y a ce jeune label Kotodama qui était sorti et du coup on apprend que l'entreprise est en redressement judiciaire. On a entendu pas mal d'éditeurs qui ont fermé. On a Obake qui ferme. Obake, j'étais au courant, ouais. Donc c'est une période un peu compliquée qui fait que on envoie plein de soutien. On espère que ça va passer, mais je pense qu'il va y avoir de la casse cette année malheureusement. Et bon, c'est comme ça. Je pense qu'on a un marché qui est en pleine transformation. Franchement, force, parce qu'avec tout ce qui sort, je pense que les gens, ils arrivent plus. Tu vois, même les engagements. Les éditeurs ont pris des engagements. Tu sais, ce système d'acheter une série, mais il faut que tu achètes aussi les 3 autres du catalogue pour pouvoir avoir la série, avec obligation de sortie dans un délai demandé, etc. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Ouais. Je suis d'accord. Franchement, c'est compliqué de. Je pensais pas. C'est ce que je t'avais dit un peu en off la semaine dernière, mais même, tu vois, le divertissement pur et simple devient compliqué. Oui. Ces choses-là qui, de base, sont faites pour nous divertir et nous sortir un peu de notre quotidien. Mais au final, ça devient un luxe et j'ai jamais cru cinéma, oui, le cinéma. Le cinéma a connu sa petite crise cet été jusqu'à pratiquement septembre-octobre. Il a fallu une locomotive pour que les gens, là, sur la fin de l'année, début d'année, retournent au cinéma, avec Avatar notamment, tu vois, qui a repoussé un peu les gens dans les salles. Mais bon, au détriment de quoi? Donc, tu vois, ces gens vont au cinéma, est-ce qu'ils peuvent aussi aller derrière se payer des bouquins, tu vois? Donc, c'est ça, faut faire un choix, en fait, parce que le prix des bouquins n'est pas donné. Si tu comptes les comics, plus les mangas, plus... bref. Il y a un vrai sujet, Là, on va parler d'Absolute Batman, on va basculer sur Absolute Batman. Bon, c'est un bouquin qui se vend plus de 20 €. Voilà. Là, t'en as pour 45 € aujourd'hui pour les 2 tomes. Ouais. Voilà. Donc c'est un budget. Juste 2 tomes, c'est un budget de 50 balles pour 2 tomes qui sont pas si épais que ça, faut pas se mentir. C'est pas les Tortues Ninja, quoi. Je vais te donner un peu de confidence. Je suis allé prendre le tome 2 chez mon libraire, du coup, je suis passé le voir et je lui ai dit, je te prends le tome 2. Et puis j'ai pris aussi, parce que mon fils le suit, j'ai pris le nouveau tome de Dragon Ball, l'édition full color, là.
Il y aura des choses à dire. On fera une émission un jour là-dessus, qu'on en parlera. Je trouve que plus ça avance, plus ça me déçoit en termes de qualité de fab. Mais bref, ça c'est une petite parenthèse que je referme. Bah, il m'a demandé quasiment 40 balles, quoi. 40 balles pour les 2 trucs, quoi, pour 2 tomes, quoi. J'étais là, je dis, ah ouais, quand même, d'accord. Il me dit 39 et des bananes. Je dis, ah ouais, d'accord, ok. Bah, je m'attendais pas à sortir autant, mais ok. Y a pas Bah ouais. C'est bête à dire, hein, mais je dois lui prendre là, depuis quelques mois les Ultimate Universe, parce que je continue à les suivre et à les faire. Il me les met de côté, j'en ai 3 là de prendre. Je dis, écoute, bon, bah, je te prendrai le mois prochain, parce que j'ai eu pas mal de dépenses ce mois-ci. Donc ça, tu repousses, mais c'est. Bref. Tout un Ça, sujet. ouais, mais un jour on en parlera. Je pense que Oui, c'est un vrai bon sujet ouais, à creuser. Ouais. exactement. Bon, et ben écoute, on va s'intéresser donc au phénomène Absolute Batman, qui donc est sorti chez Urban Comics, avec aux manettes scénario donc Scott Snyder. Et pour ce premier tome, on a donc Nick Dragotta au dessin. On verra que sur le tome 2, ça change un petit peu. On en parlera un petit peu. C'est un des petits points faibles du tome 2, je trouve. Mais est-ce que déjà tu te sens parce qu'on va faire un peu le même concept, hein, je rappelle aux auditeurs, que sur YPDLM, en mode un peu plus light, mais en gros on va dérouler ensemble la première issue de Batman, de Absolute Batman. On va en profiter pour donner notre avis sur le dessin, sur l'écriture. On va teaser un peu les arcs qui vont arriver, grosso modo un peu les grands mouvements, un peu le concept général de l'œuvre. On va pas vous spoiler, on va vraiment rester, le spoil va être vraiment sur la première issue. Et puis voilà, pour vous donner envie d'aller découvrir ce petit banger. Est-ce que tu veux le pitcher déjà, ce Batman? Et je vais mettre en fond, tu vois, parce qu'on est des professionnels, je vais afficher la couverture. Alors, le visuel du premier tome. Est-ce que tu veux que d'abord je fasse le pitch ou que tu veux que je pose le contexte? Alors pose le contexte et tu fais le pitch dans la foulée, comme ça je te laisse parler puis moi je bois. Ok, boss. C'est vrai que j'ai pas d'eau moi, j'ai personne pour m'en ramener. Mince. Bref, alors je vais faire une pause et aller chercher un verre d'eau si tu veux. Non, c'est bon, t'inquiète, j'irai après, t'inquiète. Donc en fait, Absolute Batman aujourd'hui c'est une refonte totale de l'univers DC Comics, tout simplement parce que vous le savez, hein, dans l'univers du comics, on n'est pas au premier relaunch de Batman, on n'est pas, voilà. Faut savoir que c'est aussi des machines à fric qui ont besoin, voilà, de nouvelles histoires, etc. De se réinventer, ouais. Exactement. Et là, ça tombe bien parce que DC, en parallèle de l'univers Marvel qui lui a lancé son univers Ultimate. Oui. Au même moment, voilà, les dirigeants de DC Comics ont lancé l'univers Absolute, qui découle du coup de 3 comics qui sont sortis auparavant, qui s'appellent Absolute Power, où justement on y suit Amanda Waller, donc vous savez, c'est celle qui dirige patronne de la Suicide Squad. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Bon, je vais pas rentrer dans le détail pour pas vous perdre, mais en fait, l'univers Absolute découle de ces 3 tomes Absolute Power. Si vraiment vous voulez rentrer dans l'univers et comprendre pourquoi on arrive dans cet univers-là, je vous conseille d'abord de lire les 3 tomes de Absolute Power. Sinon, vous pouvez très bien commencer avec l'univers Absolute qui, là, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on enregistre, mais à l'époque où c'était sorti, donc octobre 2024, on a eu droit à Absolute Batman, Absolute Superman et Absolute Wonder Woman. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Absolute Batman. Et donc, là, vous le voyez sur les visuels, et si vous avez regardé un peu sur Internet, on est sur un Batman qui est à l'opposé de ce qu'on a connu, ou presque, parce que du coup, on a eu quand même The Dark Knight Returns, où on a eu un Batman assez massif, où on peut penser aussi à Ben Affleck dans son Batman, dans son interprétation avec Snyder. Et pour cet univers Absolute, en fait, on suit un Bruce Wayne qui part absolument de rien. Il n'est pas descendant d'un riche empire de Gotham City. Oui. En fait, il est juste le fils d'un professeur d'école publique, donc Thomas Wayne. En fait, il a vécu l'horreur qu'on connaît à l'univers de Batman, c'est-à-dire la perte de parents. Sauf que là, en fait, au lieu de perdre ses 2 parents, il n'en perd qu'un. Et en l'occurrence, c'est son père. Sa mère est toujours en vie. On suit un Batman qui est sans ressources, donc sans ressources illimitées pour financer ses projets. Il n'y a pas de manoir, il n'y a pas de majordome, même si le majordome, on va y venir un peu après, on va en parler, pour s'occuper de lui. Et donc, en fait, Bruce Wayne devient un Batman
d'un genre tout à fait différent, c'est-à-dire à la fois cérébral et musclé, parce que du coup... Et plus proche de nous au final, parce que exactement. c'est un monsieur tout le monde au final. Exactement, c'est un monsieur tout le monde qui travaille dans le BTP. Donc tu vois, Oui. c'est assez différent de ce qu'on a connu. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et en fait, il vit dans les quartiers les plus difficiles et défavorisés de Gotham, loin de la haute société qu'on lui connaît. Donc on part vraiment sur un Batman très terre à terre, qui peut être toi, Seb, qui peut être moi, voilà, monsieur tout le monde, quoi. Voilà, monsieur tout le monde. Et donc dans cet univers de Batman, ce premier tome, en tout cas, va nous introduire le gang du Black Mask, du coup, qui sème la terreur dans la ville et qui va pas, qui n'hésitera pas, à déchaîner toute sa violence pour décerner un petit message, un message clair à Batman. Il y a un nouveau Batman dans la ville et en fait, ça, ils peuvent pas le tolérer. Et voilà. Et donc, je pense que je vais m'arrêter là. Oui, non, c'est parfait. On abordera un peu l'entourage de Batman après en analyse, en teasant un peu les petites clés un peu pour se dire voilà ce que vous allez trouver, parce que ce qui est intéressant en fait, c'est qu'en fait cet univers de Batman là en fait demande pas de prérequis en fait pour pouvoir justement le découvrir. Vous pouvez y aller, en fait c'est une bonne porte d'entrée pour redécouvrir, et c'est ce qu'ils cherchent en fait aujourd'hui, à rendre un Batman peut-être plus humain, plus proche en fait des codes actuels. On verra avec sa pratique martiale, puisque voilà, il y a plein de choses qui sont disséminées pour justement coller un petit peu avec le truc actuel. Et ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, c'est d'avoir choisi Scott Snyder pour l'écriture, qui lui-même est déjà à l'origine d'une sorte de premier relaunch aussi, avec la Cour des Hiboux, qui est aussi une réinvention de Batman. Il y a déjà pratiquement c'était il y a presque 15 ans, c'était pendant l'ère des New 52 à peu près. Exactement, tout à fait, c'est ça. Et j'ai envie de dire un truc, Scott Snyder, où étais-tu passé pendant toutes ces années? Parce que très honnêtement, au scénario, ça marche. Je le dis. C'est la nouvelle pépite de DC. Là, avec cette série-là, on lui a donné les clés de la maison, en gros, puis on a dit vas-y, tu t'éclates et tu refonds tout l'univers. Il a fait ses preuves avec la Cour des Hiboux, puis tout cet arc qui va suivre derrière. Il a fait pas mal d'issues, d'histoires complètes sur une histoire. Enfin bref, et ça a fonctionné, ça a cartonné. Donc on s'est dit bref, ce mec-là, on va lui confier la refonte globale de tout l'univers d'ici avec le côté absolute. Ils ont prévu plein de choses encore derrière, on verra, mais là tu as cité les trois primordiaux, la sainte trinité que sont Wonder Woman, Batman, Superman. J'ai commencé à lire Superman, ça a l'air très prometteur, ça je trouve. Ça l'est, mais ça prend son temps, mais ça l'est. Voilà. Ce Wonder Woman m'attire un peu moins, mais peut-être à... Voilà. J'ai moins d'accroche avec le personnage de base. Alors, on va se dire les choses. Alors, petit spoiler, à l'heure où on enregistre, il faut savoir qu'il y a déjà eu là dans Absolute Batman et Absolute Wonder Woman une rencontre entre les deux. Voilà. Donc il y a une première rencontre, c'est l'issue numéro 16, du coup, qui est sorti le mois dernier. Et donc, en fait, va falloir commencer à raccrocher les wagons, parce que dans le tome 2 de Absolute Wonder Woman, il y aura ce chapitre où justement... Et puis, ils vont forcément recréer... exactement. Mais ça va pas arriver tout de suite. Non. Mais en tout cas, on est sur un premier tome qui marche bien. C'est un univers qui, aujourd'hui, tout le monde commence un peu à prendre le train en marche, parce que forcément, ça pique un peu la curiosité de savoir pourquoi un Batman aussi massif et destructeur fonctionne, parce que, en fait, dans l'univers absolute, j'ai pas envie de faire un mauvais jeu de mots, mais tout est absolument démesuré. Voilà. Oui. C'est le terme que je cherchais pour définir Absolute Batman, parce que la Batmobile est démesurée aussi. C'est même pas une Batmobile. Batman est démesuré. Ils ont annoncé son poids dans le tome 2. J'ai dit non, c'est pas possible. Il fait pas ce poids-là. Et il fait un 80, il fait presque 2 mètres. Et il est pas loin des 200 kilos en fait. Et je me dis, mais non. C'est une belle bête. C'est une belle bête. Et en fait, on se dit, ah ouais, d'accord, ok, c'est assez fou. Alors, je donne juste un petit warning, on va dire, sur la lecture. C'est une lecture qui est riche. Donc, je vous encourage à, quand vous vous posez pour lire les Absolute Batman, je sais pas pour les autres, mais en tout cas, là, on parle d'Absolute Batman, d'être vraiment concentré.
parce que ça demande une gymnastique de narration quand même assez poussée quand même. Ça peut vite vous perdre. On ne sait plus si des fois on est dans le présent, dans le passé, c'est un flashback, pas un flashback, parce qu'ils n'utilisent pas les codes classiques. On va y revenir tout à l'heure quand on va justement dérouler la première issue dans tout de suite, là, dans pas longtemps. Mais voilà, juste bien concentrer, ne pas faire autre chose en même temps, ne pas être coupé dans le récit. Si une fois que vous êtes dedans, vous plongez dedans et puis vous restez bien concentré, parce que c'est des comics, ça reste assez bavard. Ça, je dis ça pour les auditeurs de manga qui nous lisent et qui ont l'habitude de lire des quelques bulles tous les 3-4 pages. Je force très volontairement. Non, oui, t'as raison. Ne me jetez pas la pierre. Donc, on se lance dans ce premier chapitre, dans cette première issue. Et là, je vais faire mon petit vieux parce que je vais agrandir un peu l'écran pour discuter, parce que forcément, c'est écrit en tout petit. Mais là, on est juste là pour illustrer et pour suivre ensemble cette première issue qui fait une 40aine de pages à peu près. Où on démarre, comme tu le disais tout à l'heure, on est à une sortie scolaire. Il y a une personne qui appelle en fait Bruce pour rejoindre le groupe, puisque lui, il est attiré par une affiche qui montre justement qu'il y a l'habitat des chiroptères, donc les chauves-souris, c'est ouf. Et donc, on comprend assez vite, en fait, avec cette première partie qui s'appelle le zoo, où qu'on voit l'enfance de Bruce Wayne. Il n'y a pas besoin de le comprendre différemment. Donc, comme tu l'as dit, on va raccrocher les wagons. Il y a un monsieur qui l'enseigne. Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est pas son père? On va le savoir assez rapidement. Comme tu as dit qu'il était maître d'école, bon, il y a peut-être une chance que ce soit peut-être lui, mais on ne sait pas en tout cas à l'instant où on enregistre. N'hésite pas à me couper si tu veux reprendre la main. Non, t'inquiète, vas-y, je te laisse. La scène du coup suivante s'ouvre sur un plan de Gotham qui va s'élargir et qui va commencer à zoomer sur un protagoniste à moto qui circule dans la ville et qui à un petit moment s'arrête en fait sur devant une sorte une supérette, une espèce de, voilà. Il enlève son casque et là on découvre en fait que ce personnage-là c'est Alfred Pennyworth. Et pas du coup Bruce, parce qu'en fait la scène fait exactement penser au film The Batman de Matt Reeves, où justement en fait il y a cette partie monologue où tu te dis ok, avec les premières cases là que vous venez de voir, donc cette sortie au zoo, plus l'introduction du chapitre avec le pistolet, forcément moi je m'attendais tout de suite à voir un Batman et ça m'a surpris justement quand ce personnage s'arrête devant l'épicerie, de voir qu'en fait on est sur un Alfred Pennyworth. Oui, et ça vient prendre un contre-pied, hein, puisque ça va être un peu le narrateur, globalement, sur ce premier tome. Parce qu'après, ça va un petit peu changer de narration dans le tome 2, vous verrez, on va pas tout vous dévoiler maintenant. Mais en tout cas, voilà, on voit ce personnage-là qui est là. On ne sait pas trop, en fait, les raisons pourquoi il est là. Mais en tout cas, on le voit arriver dans une sorte de planque et on comprend assez vite, en fait, que Alfred Pennyworth, il est là pour une mission bien précise. En fait, il est rattaché à... Il est à la CIA, non? C'est quoi? Je me souviens de ce que c'est une espèce de CIA un petit peu. Ouais. Je pourrais pas j'avoue que je sais pas si c'est la CIA, mais en fait, dans le passif d'Alfred, il a toujours été... il a travaillé en tant qu'agent secret, entre guillemets. Exactement. Entre l'armée et... alors, le passif d'Alfred récent, parce que bon, oui, récent, les anciens, on lui a trouvé un passif justement d'agent secret, etc., pour densifier un peu le lore Alfred Pennyworth, avant qu'il soit le majordome de Batman. Là, clairement, on voit qu'il n'a pas de connexion avec Batman, qu'en fait, un peu à la manière d'un James Bond, on lui assigne des missions, ou d'un Mission Impossible, tu vois, on lui dit, voilà, on a une personne cryptée dont on ne voit pas le visage, qui lui dit, voilà, vous êtes à Gotham, il va falloir que vous enquêtez sur un certain Black Mask, et que vous essayez de comprendre, de déjouer, en fait, les futurs problèmes qu'il va causer à la ville de Gotham. Est-ce que déjà jusque-là, qu'est-ce que tu penses déjà un petit peu de cette relecture de Alfred Pennyworth? Moi, franchement, je t'avoue que ça m'a frappé et surpris parce que je m'attendais pas à ce que ce soit un Alfred tel qu'on l'a connu dans son passif. C'est vrai que Alfred, on l'a toujours vu majordome en espèce d'habit de pingouin un petit peu, tu vois, toujours en 3 pièces et c'est vrai que malgré le fait que par exemple dans une série où ça a été cité dans Gotham où c'était Alfred qui s'occupait de Bruce Wayne et on voyait qu'il savait on voyait qu'il savait se défendre, etc. Là c'est cool de le voir un peu en action entre guillemets, tu vois, le fait de chevaucher une moto, le fait de le voir avec un physique assez imposant, tu vois, puis les espèces de bretelles qu'il a, enfin qui font. Il a un design ouf, voilà.
Ouais, qui il te a un font tout de design qui suite est cool. penser que, ok, le mec, il sait manier les armes, parce que de toute façon, quand il arrive dans sa planque, il y a des armes de partout, il est en tenue quasi, j'ai envie de dire, militaire un petit peu, tu vois. Ouais, Donc, ouais, complètement. il en impose, et c'est vrai que ça change du Alfred, oui, Monsieur Bruce, Maître Bruce, etc. Assez Et docile. Ouais, voilà, et complètement. surtout, je veux pas trop spoiler, mais vous allez voir que la relation entre Bruce et Alfred, Bah, on va le voir hein, assez rapidement. Hein. elle est Ouais, pas ouais. du tout friendly. Donc, Non, et puis lui, il part avec un postulat où on le sent qu'il est pas cool, il est pas ouais. fun. Il déteste la ville de Gotham. Il est là vraiment parce qu'il n'a pas le choix et que du coup, bah, il faut qu'il remplisse sa mission. Là où c'est intéressant, et là on nous pose vraiment le personnage, on arrive dans une espèce de baraque un peu qui fait un peu abandonné, qui est au Bah, milieu abandonné d'un. enfin, pas loin des chantiers, quoi. Ouais, il y a les Ouais. chantiers à côté, ça, Mm. ça fait vraiment, on a un plan. Et là on a un découpage où on voit un personnage en noir qui est en train de faire du sac et qui cogne comme un sourd à son sac. Et on voit qu'il s'entraîne, qui dit ni peur, ni faiblesse. Ce soir, tu es un, et puis il est coupé par une sonnerie. Et Ouais. là, une personne dans son dos lui dit bah, je crois que c'est mon tour. Yes. Et donc, c'est donc un autre personnage qui prend le truc. Et là, ce personnage dit ah, pardon, salut Bruce. Et on voit en fait que le personnage qui frappait au sac, c'était pas Bruce. Encore un Donc, contre-pied. encore un contre-pied qui nous fait croire. On voit un mec en plus qui se débrouille bien en sac, hein, mais on se dit putain, il ressemble en plus à un Bon. Bruce de l'ancienne époque, Bah, j'ai c'est envie de ça, dire. parce qu'en fait, le fait que son visage Vas-y. soit ombré, forcément, ça nous induit en erreur, dans le sens où on se dit, ok, c'est bon, là, on pense que c'est Bruce, et il suffit de tourner la page d'après pour là, enfin, se rendre compte que ce personnage massif avec, du coup, les bandages autour des avant-bras, bah là, c'est bon, on a un vrai Bruce Wayne, et qui, en plus, bah, du coup, défonce le Il sac. fracasse le sac, tu peux le dire. Le sac de sable, voilà, avec une musculature, pardon, tout à fait imposante, comme bah, on l'a vu sur l'image du premier issue. Et je trouve qu'il est intéressant avec la prochaine planche, pour ceux, voilà, on fait encore une fois, on le fait assez didactique pour ceux qui nous suivent en podcast pour que ça soit audible, mais ceux qui nous suivent en YouTube, comme ça peut suivre. Ce que je trouve qui est vraiment bien, là, c'est cette page-là qui est vraiment intéressante, où on a, en fonction des coups frappés, en fait, de Bruce dans le sac, donc on avait dit, il démembre le sac, on a des petites cases qui viennent s'interposer, s'intercaler entre les coups frappés au sac et qui viennent justement remontrer en fait le passé. On revient en flashback, tel un découpage de cinéma en fait, hein, où Et on revoit des moments en fait avant le drame, c'est parce ça, qu'il va y avoir un drame. et c'est la particularité en fait on va dire cette saga Batman en fait, c'est que encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, faut être vachement attentif parce que les Oui, cases du passé s'entremêlent avec celles du présent, et donc et c'est pas limpide au début. voilà, exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment suivre. Et donc, en fait, on enchaîne entre les coups enchaînés sur le sac et le discours du coup du professeur à Bruce Wayne, voilà, qui lui explique, si je dis pas de bêtises, enfin, en fait, c'est une discussion tout à fait classique, pardon, jusqu'à ce qu'on comprenne en fait que c'est son père, du coup, qui est le professeur d'école, dont ils emmènent les élèves à cette sortie. Oui, et puis surtout, c'est qu'on ne le comprend pas directement en fait. On le comprend en lisant qu'il dit tu es fier de ça à ton père enseignant. Je ne faisais que présenter Monsieur Wayne, et là on comprend ah putain c'est son père, mais c'est pas dit clairement non plus, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être bien concentré dans la lecture pour C'est ça. justement être comment dire, être bien connecté à tout ça. Et d'ailleurs, ça sera un point qu'on abordera tous les deux. Je trouve que la narration de ce tome 1, on va donner l'avis quand même sur le tome 1 pour motiver les gens à y aller, elle est globalement maîtrisée, et je pense que, je vais le dire après, mais je vais juste teaser, et tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a un petit downgrade, on parlera de ça sans spoiler, dans l'écriture du tome 2. Il y a des choses que je trouve, il y a des scènes iconiques beaucoup plus fortes. Ça, c'est ton avis, hein. Moi, j'ai pas Mais trouvé. c'est mon avis. Mais on en parlera tout à l'heure. Là, bon, il termine de fracasser sur la page que vous voyez, il termine de fracasser le sac. Et là, on a un nouveau protagoniste qui intervient. Normalement, les 2-3 gars du fond qui connaissent le lore de Batman se disent ce mec-là me dit quelque chose, mais qui c'est ce mec? Donc, il a un pote à lui qui arrive et qui lui dit mais sérieux? Parce qu'il a défoncé le sac, hein, évidemment. Et il lui fait ah, désolé, Wellon. Et Wellon, donc, c'est un grand black hyper baraqué qui a un caïman dans les mains, quoi.
espèce de crocodile dans les mains. Je dis crocodile parce que comme ça, au moins, ça vous donne une petite info. Et il fait penser à quelqu'un du lore de Batman. Tiens, c'est bizarre, il pote avec un mec qui aime les crocodiles. Bon, est-ce qu'on le dévoile de qui potentiellement ça peut être ou on laisse le suspense? Je pense que tu peux y aller. Ouais. Bon, c'est une réimagination du personnage de Killer Croc, qui est un gros ennemi de Batman, Nemesis. C'est l'homme qui a un visage qui ressemble à une espèce de crocodile, qui a eu une mutation et qui vit dans les égouts de Gotham et qui est régulièrement, quand Batman doit aller explorer les égouts de Gotham, tombe sur Killer Croc et est un peu un adversaire un peu redoutable. Et là, ils sont potes. On a un parti pris d'eux. Ils sont potes, ils sont copains, Ils sont etc. même meilleurs amis. Et c'est même des meilleurs amis. Mais il n'y a pas que ça. On verra, il y a d'autres petites choses qui vont intervenir, puisqu'en fait, on le voit avec la planche suivante. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que ils ont un échange. On va pas tout vous détailler non plus. Et la dernière case, je trouve qui est importante, c'est qu'on voit en fait que ils sont tout un groupe de potes en fait. Exactement. Ils sont tout un groupe de potes et je vais faire une petite aparté sur cette planche parce que moi qui suis l'univers Absolute de près, genre je suis Scott Snyder sur Twitter et tout, etc. Faut savoir que quand il y a eu, on va dire, les esquisses de l'univers Absolute et de ce que ça allait devenir, faut savoir que cette planche, ça a été la toute première dessinée du coup par je ne savais pas. D'accord. Par Dragota et Scott Snyder, et en fait c'est à partir de ça qu'ils ont on va dire tricoté tout l'univers Absolute. Voilà. Donc en fait c'est une planche où on voit du coup Bruce accompagné du coup de Waylon, mais aussi de 4 autres personnages. Donc pour l'instant on va rien dire, mais parce que ça voilà, c'est vraiment exactement. On va rien dire, mais pour ceux en tout cas qui le voient, c'est des amis d'enfance de Bruce. Et voilà, en tout cas, il faut savoir que c'est l'univers Absolute est parti en tout cas de cette planche et tout ce qui s'en découle aussi derrière. Voilà. Oui, et puis ils vont tenir le concept jusqu'au bout de cette réimagination des comment dire du lore et du passé de Bruce Wayne. La page suivante, on va passer assez vite, on a la vue d'un yacht, on voit que il y a des choses qui se passent sur yacht, il y a des gens qui discutent, et on fait la découverte justement de Black Mask, qui pour le coup a un design complètement remodelé par rapport au Black Mask qu'on connaît, avec un casque façon Daft Punk, j'ai envie de dire. Ouais, un globe, une espèce de globe sur la tête. Qui est en fait une espèce de parrain de la mafia, qui a une grosse influence sur Gotham, qui tient un petit peu tout le monde à sa solde et qui a l'air d'être quelqu'un sans pitié, qu'il faut vraiment que derrière ça ils obéissent, sinon ils peuvent connaître une fin on va dire un peu tragique, n'est-ce pas? Complètement tragique. On dévoile pas avec qui ils discutent, je suppose. On va laisser les auditeurs. Ouais, on va laisser découvrir les gens. Vous doutez bien que ce sont des noms connus de la mafia de Gotham, des noms à consonance italienne. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Mais du coup, on vous laissera découvrir forcément. Et encore une fois, là, ça vient en fait, encore une fois, un peu chambouler un peu les plans, parce qu'on se dit qui dit origine dit que ça va être un peu les gens qui vont venir un peu embêter. Et là, en fait, on va dire que Black Mask a une manière un peu à lui de dire en fait, c'est plus un problème, en fait. En fait, c'est un parti pris vachement audacieux parce que justement, quand tu connais encore l'univers de Batman, ça efface tout un lore. Exactement, et dès les premières pages, en fait. C'est ça qui est fort. Donc, du coup, ça veut dire que Snyder et Dragota ont décidé tout de suite d'éliminer vraiment de leur univers, enfin, en tout cas, les grands boss de ces deux familles. Et c'est un parti pris vachement audacieux parce que très honnêtement, tu sais pas encore où est-ce que va t'emmener ce tome 1. Tu découvres des personnages, on t'introduit Bruce, ensuite Waylon et du coup Black Mask qu'on va entrer dans ce yacht. Et je voulais juste revenir sur la case d'avant parce que en fait là tout de suite on se rend compte qu'on a affaire un comics qui est vachement brutal. On l'a peut-être pas précisé. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Et je préfère le dire maintenant. Absolute Batman n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ça veut dire que si demain, vous avez un membre de votre famille un peu plus jeune, et quand je dis plus jeune, c'est une dizaine d'années ou un ado, je pense qu'il faut peut-être réfléchir à 2 fois avant de demander conseil à votre libraire, justement si ce Absolute est à mettre entre toutes les mains. Moi, et je pense que de toute façon tu es d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment une lecture, on va dire, beaucoup plus adulte,
beaucoup Oui. plus mature et beaucoup plus Et puis sombre. la narration est beaucoup plus complexe, ce qui Oui, fait que je pense que j'aurais lu ça ado, j'aurais décroché parce que ça aurait été un peu complexe à lire en c'est tout cas, ça. Et je il faut pense. s'accrocher aussi. Ouais. Encore une planche que j'aime bien, montage croisé, pour nous commencer à nous teaser le personnage de Batman. Pendant en fait, on suit en fait Un JT. un JT, voilà, comme on peut l'avoir aujourd'hui, très anxiogène, qui explique que il y a des meurtres encore aujourd'hui, que que devient la jeunesse, que devient Gotham, etc. Enfin, ça pose plein de questions. Et en montage croisé au crépuscule, je trouve que les couleurs sont juste C'est magnifiques. incroyable. La colorimétrie, le travail d'ancrage de ce Batman est juste sublime. Moi, j'adore. Et là, on voit un personnage dans le fond, on voit Batman, mais tout en ombre chinoise, qui commence à prendre son envol. Voilà. Et ça, c'est une page qui est vraiment géniale, quoi. Ouais, je suis tout Euh, à fait d'accord. Les couleurs sont bien choisies, le crépuscule, l'ombre chinoise, la forme de la cape aussi, qui est pas du tout celle qu'on lui connaît, puis ce vol plané, qui on sait pas où est-ce qu'il va nous mener. Franchement, juste cette planche, incroyable. alors, la question, c'est, je vais même te poser un truc. Est-ce qu'on est face à un crépuscule ou est-ce qu'on est face à l'aube? On ne sait pas vraiment, en fait. Mais il Moi fait je pas complètement nuit. ouais, je pense ouais, moi c'est plus la nuit, Et ça vient corroborer, parce qu'on va passer assez vite sur les pages d'après, parce que là, on a toute une scène d'action, on a un braquage qui est en train de se... Enfin, non, pas un braquage, on a en fait, il y a le maire qui est en train de prendre parole, le maire qui est donc qui, je te laisse l'annoncer, Monsieur Gordon. c'est un certain commissaire Gordon, mais qui est maire, donc c'est ça Exactement, qui est qui n'est juste... pas commissaire, qui est maire. qui est maire, et il est face, en fait, si tu veux, en fait, à des problématiques où les gens réclament sa démission, voilà, il y a les élections qui approchent, les gens, il a toute l'audience qui est contre lui, et on voit qu'en parallèle de ça, il y a Black Mask qui va tenter de faire un coup fourré, et surveillé de très près, forcément par Pennyworth, hein, Alfred, Oui. qui justement surveille ça, parce que sa mission, justement, c'est d'arrêter Black Mask. Sauf que au moment où la prise d'otage, en tout cas l'assaut de la mairie, va avoir lieu, ces plans vont être un petit peu contrecarrés à Pennyworth. Donc, alors je sens que tu veux peut-être revenir sur la caractérisation du personnage de Barbara Gordon, la fille de Gordon, parce que je pense qu'elle a dû faire couler un peu d'encre. Non. Le truc, enfin oui et non, parce que enfin Barbara, du coup, elle est policière, si je me Et elle est trompe pas, afro-américaine et surtout. elle est afro-américaine, Voilà. exactement. Donc ça veut dire que Euh, potentiellement la femme, alors soit elle a été adoptée, soit la femme de Gordon était noire. Et ça, je trouve que Exactement. c'est bien aussi, ça modernise un peu le Et propos, ce tu ne vois. sera pas le seul perso d'ailleurs. Oui, J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. oui. Miaou, Euh, pardon. J'ai défloré le truc. Vous verrez, vous verrez. Et donc, fait important de la scène d'attaque, qui est du coup, encore une fois, très bien mise en scène, qui fait digne des films de polar, de thriller de l'époque des années 90. On va préciser un truc qui est hyper important, c'est que on a Batman qui s'interpose et qui vient contrecarrer les plans de Basmas. Ce plan Est-ce est qu'il n'y a pas un truc qui t'a perturbé sur la temporalité de quand il attaque Batman? maintenant que tu le dis, Il attaque en plein jour. Il fait ouais, jour. il fait Alors que oui. le point fort de Batman, c'est le soir, c'est la Mais nuit. justement, tu penses qu'il fait nuit ou qu'il fait jour? Parce que moi, j'ai Et l'impression que c'est plus un justement, on coucher est de un peu soleil entre au les deux, final. tu vois. Il fait pas Ouais. complètement nuit, il fait pas complètement jour, tu vois. On est un peu dans le crépuscule. Et en fait, Batman en fait, joue énormément sur l'obscurité. Et là, Exactement. clairement, il est hyper frontal. Et il est visible surtout, c'est qu'en Tu fait, vois, je mets comme cette planche-là qui est juste sublime qu'on voit, nous, sur les gens de YouTube, où il est vraiment bien exposé. On voit que c'est lui, il n'y a pas de débat, il joue pas avec l'obscurité, il attaque plein jour, et puis c'est parti, quoi. C'est parti pour défourailler, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, il s'en sort plutôt bien, hein, très honnêtement. Mais j'ai bien aimé le plan d'avant où justement il est en position chauve-souris et que Il personne part l'a toutes vu les balles. sur exactement. On nous dit pas comment il fait, mais on suppose qu'il y a un truc avec la cape. Parce que, Ouais, encore une fois, on connaît pas trop l'origine de comment il a créé son costume, son costume, etc. ouais. Mais il est extrêmement brutal, quoi. Et C'est un justement, truc. en parlant de la cape, c'est qu'en fait, elle a plusieurs fonctions. C'est ce qu'on découvre et c'est ce qui m'a frappé, Ben la oui, toute vas-y. première fois Là, il y a que une des j'ai cases, vu, on le voit bien, ouais. exactement, c'est qu'en fait, tu as l'impression que la cape, elle est un peu genre extensible et ça Elle est lui fouée, elle fait un fouet à moitié, elle fouette. ouais, un Ouais. fouet. En fait, tu sais pas en quelle matière elle est faite, ce qui Mm. fait qu'en fait, au-delà du fait de planer,
sa cape lui sert aussi à attraper ses ennemis et à les envoyer valser, ce qu'on voit du coup dans la planche suivante. Et c'est surtout que elle permet aussi de prendre de la hauteur et de frapper ses ennemis. Si tu peux passer sur la planche d'après, où justement il fait cette espèce de mouvement là où en fait il est en extension avec sa cape. Il claque le grand écart tranquille. Hein. Exactement. Et donc j'ai trouvé ça assez surprenant parce que c'est pas l'habitude des comics que j'ai. Il est très martial, hein, c'est Ouais, dire, voilà, hein. c'est ça. Alors, il Pourquoi. a toujours été un peu été, même quand tu joues Oui, mais c'était au jeu beaucoup de. Batman Arkham, tu sais que en Oui, fait, mais dans Batman Arkham, mais les comics ouais, Batman, en fait, c'était beaucoup de coups de poing, des coups de pied. Mais là, c'est bien assez. sûr, c'était des bim bam boum splap. Il fait un Van Damme, quoi. Tu sais, il fait le grand écart facial de Van Damme C'est pour ça, tuer 2 ennemis en même temps, quoi. c'est On l'a ça. rarement vu faire ça, quoi. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? complètement. Et il contrecarre les plans de Pennyworth, parce qu'il était censé là pour abattre les gens. En fait, il ne lui laisse même pas le temps, en fait, d'agir, parce qu'en fait, il déglingue les mecs avec ses batarangs, etc. Enfin, il défouraille, mais vraiment sévère. Et d'ailleurs, ce Et qui est cool, c'est que Alfred, désolé, ouais, je te vas-y. coupe. Et ce qui est cool, c'est que en fait, Alfred quand même reconnaît le talent parce que c'est la première fois qu'il voit Batman en action Ben oui. et que voilà, en fait, il lui dit tu ne manques pas de style pour sûr et tout. Enfin, vraiment, il le laisse même faire ses preuves, donc massacrer les gars de Black Mask pour voir jusqu'où il est prêt à aller, quoi. Mon passage préféré arrive la page d'après. J'adore toute la mise en scène. C'est un moment où Batman a défouraillé une grosse partie en fait des assaillants en fait. Hein. Il a vraiment contrecarré les plans de Black Mask. Et là, il tombe sur cette espèce de grosse marmule qui a des bras mais démesurés et qui lui dit cette main a tué plus de gens que tu ne peux imaginer. Je te laisse une chance. Alors, fous le camp. Il reste silencieux. Il sort une espèce de hachette de je ne sais pas où, mais il la sort. Et on arrive sur le plan d'après, où on voit que le personnage, l'antagoniste, charge. Et là, digne d'un comics, plan, donc case rouge sur noir, avec une main qui vole, donc la main de l'ennemi, qui est du coup surpris de l'attaque. Et ce que j'adore, c'est la tagline de Batman à ce moment-là, qui l'autre fait « Je tue » et qui lui répond « Il paraît que ça se recoue parfois. Il y a un hôpital à 3 pâtés de maison, au sud, à l'est. Enfin bref, je sais plus trop. Enfin bref, presse-toi quoi. » Et quant à vous autres, je vous laisse une chance. Et là, il se met en mode porc épic, en mode hérisson. Il y a des espèces en mode rage où il y a des espèces de d'épines dorsales qui sortent de son os. Il se met à hurler en mode alors foutez le camp. Et clairement. C'est là où justement en fait on voit toute la dimension, on va dire absolue, parce que déjà il y a eu la hache dans un premier temps, ce qui n'a jamais été le cas dans n'importe quel autre comics Batman, où en fait pour ceux qui nous écoutent, en fait c'est le logo qui devient une hache, donc le logo sur sa poitrine de Batman, en fait il a déjà une espèce de anse dans les mains qui vient coller au niveau de sa poitrine, et donc la hache, du coup la anse devient une hache avec le logo, et donc il découpe la main de Barba à la moitié aussi. Voilà, c'est ça. Du coup, il découpe la main de cette espèce de brutasse qui était un peu plus épaisse que les petits hommes de main là. Et la scène d'après, en fait, c'est tout le costume qui prend forme, parce qu'en fait, au final, on se rend compte que au niveau des épaulettes, en fait, il y a plein de pics qui sortent, comme tu l'as dit, en mode porc épic. Donc du coup, en fait, on est entre la chauve-souris et une espèce de monstre, en fait, entre guillemets, parce que le côté massif de Batman rend cette case encore plus imposante qu'elle ne l'est déjà. Et c'est ça qui m'a frappé à la première lecture. Et c'est pour ça que je vous ai dit, encore une fois, là, on est vraiment sur un autre Batman. C'est pas le Batman, on va dire, classique que vous connaissez. Là, on est vraiment sur une brute épaisse. Voilà. Qui gratine pas autant ses ennemis. Il est violent, mais de là les couper des membres et compagnie, ça on l'a assez peu vu quand même dans Batman. C'est ça. Il les met KO. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la conclusion de cette scène-là. Pendant que les autres fuient, on a la voix d'Alfred qui dit bien joué. Mais si tu avais été un vrai tacticien, tu aurais installé un piège pour ceux qui voudraient fuir. Et là, boum. Donc en fait, les derniers survivants, ils sont morts. Et forcément, ça fout le bazar, puisque la direction demande à Pennyworth qu'est-ce que tu as fait, etc. Et vous devez intervenir, vous ne devez pas laisser ce mec-là contrecarrer nos plans, etc. Et c'est là où on va avoir le premier affrontement entre Batman et Pennyworth, qui va être assez court, au final. Très, très court, oui.
et qui au final, il va rester seul puisque Batman va se barrer et quitter. Et je trouve cette scène-là, en l'espace déjà une issue, ça pose toutes les bases, quoi. Et en termes d'action, moi j'étais en mode, mais je dévorais, quoi, parce que je trouvais que j'en avais pour mon argent. J'ai pris ma claque. La mise en scène était ouf, le dessin était ultra quali, la couleur aussi, enfin tout fonctionne bien, la narration, tout ça, et je trouvais ça vraiment extrêmement jouissif en fait. Ouais, et puis le fait que Pennyworth du coup, soit tout de suite mise en échec par Batman, qui en plus, d'ailleurs s'éclipse et le laisse en galère, quoi. Donc finalement, échec de la mission pour pour Pennyworth sur ce coup-là, quoi. Et donc on arrive tout de suite, changement d'ambiance, on commence à creuser un peu sur le passé sur le background plutôt de Batman, enfin de Bruce Wayne, puisque on a toujours la voix off de Pennyworth qui dit, mais le lendemain, le public a trouvé un surnom. Qui est ce Batman? Qui es-tu au juste? Bruce Wayne. Là, il le sait direct en fait que c'est Bruce Wayne. Hein. Par contre, alors il a peut-être perdu le combat, mais par contre niveau filature, là, il n'est pas très bon. Non, il n'est pas très bon. Et puis on va se dire les choses. L'identité, on va le dire, c'est pas un spoil. Ne vous attendez pas à avoir le côté secret d'identité de Batman. C'est quelque chose d'assez osef en fait dans l'histoire. Hein. C'est pour vous donner des clés de lecture. Soyez pas déçus parce que il en a un peu rien à foutre de son identité en fait, puisqu'il a rien à cacher et ça se sait assez facilement de son entourage en fait, quoi. Donc en fait, on découvre que Batman est un gars de 24 ans qui a été élevé à Crime-Alley. Qui a des copains bien placés dans les bas-fonds, une bande soudée, qu'en fait c'est un élève, il a quand même un côté brillant, hein, puisqu'on dit que c'est un élève intelligent, brillant, qui a un QI qui talonne celui des génies, qui a gagné un concours d'ingénierie. Donc en fait, on essaie un petit peu de justifier un petit peu quand même le côté que c'est pas juste une brute en fait, quoi. Ouais, et puis, juste une brute. Et puis encore une fois, ça change. Et puis de toute façon, fallait bien. En fait, le problème, c'est pas un problème, mais ce premier issue, il pose vraiment les bases, comme tu l'as dit. Donc en fait, il faut tout de suite expliquer et justifier pourquoi, le pourquoi du comment. Il faut un lore, hein, dans tous les cas. Ouais, exactement. C'est un nouveau lore, mais il faut quand même un lore. Et comme tu l'as dit en introduction, en fait, ils ont fait le choix dans l'écriture de ne faire mourir que le père. Et là, justement, encore une fois, dans l'écriture, c'est très bien fait, puisque tout en ayant la voix off du père, on revient en fait sur le côté CM2. CM2, ça nous rappelle en fait que c'est la classe qu'on suivait dès le début, qui était la classe de CM2. Donc, il est dans le Crime-Alley, il va s'approcher d'un endroit où il va se recueillir sur un endroit spécial, un peu comme dans les trucs d'origine. Et là, on va revenir en arrière, puisqu'on a entendu un premier blâme, qui était en fait une détonation au début de l'issue. Et là, on va reprendre là où c'est arrêté, on va se rendre compte qu'il y a une personne qui est une espèce de tueur fou qui est rentré dans le zoo pour abattre tout ce qui bouge. Et donc, le père de Bruce va protéger les élèves au détriment de sa vie. Exactement. Parce qu'il va les enfermer dans le local des chauves-souris et il va rester à l'extérieur, sauf que forcément, il va y laisser la vie. Malheureusement. Et c'est vrai que on continue, là, c'est toute une fin d'issue, en fait, on a besoin de justifier un petit peu le passé un peu compliqué, hein, parce que forcément, il va s'égarer, il va avoir des problèmes avec la justice, il va tenter, on lui explique qu'il va retourner à l'école, il va décrocher une bourse, mais en fait, il va se blesser, donc voilà, on explique en fait on explique un peu tout son background, on explique que il va faire des études en chimie, en mécanique. Les tactiques militaires, la psychologie criminelle, pardon, et surtout les histoires socio-culturelles, enfin tout ce qui peut lui être utile pour façonner le personnage qu'il va devenir plus tard. Exactement. Et en fait, tout ça pour continuer en fait ça va assez vite, hein, c'est assez fluide dans la lecture, hein, que en fait finalement il revient à Gotham parce qu'il s'est écarté un peu de Gotham pour justement faire sa vie et que en fait il va bosser donc au réseau électrique, au service des eaux, aux ordures, mais en fait tous ses choix de carrière sont calculés. Exactement. Et ça, je trouve ça trop bien parce que justement les 3 cases que tu vois où en fait tu vois où il est dans les égouts, donc pour le service des eaux, puis après il devient stagiaire à la mairie pour étudier la fonction publique, etc. Puis après tu le vois travailler dans l'ingénierie du bâtiment. Et tout ça en fait pour t'amener quelques cases plus tard. On va y arriver après, mais tout ça pour dire que voilà, comme tu l'as dit, tout était calculé.
Et Parce que qu'il a besoin de encore connaître les arcanes de Gotham. exactement, parce qu'au final, dans le Batman qu'on connaît, Batman dit toujours, Gotham, c'est sa ville, il la connaît mieux que personne et là, bah, justement, je trouve ça trop bien d'avoir un Bruce Wayne jeune qui, en fait, élabore son plan au fur et à mesure et que, en fait, oui, il est super intelligent, il s'est un peu perdu, mais finalement, en fait, il a son objectif de «vengeance» entre guillemets, parce que c'est le symbole qu'il essaye de représenter, du moins et ouais, enfin, en fait, ces 3 cases, elles marchent trop bien et moi, je vous avoue que au ce niveau de lecture, quand je l'ai eu la première fois, j'étais en mode: «Ah ouais, en vrai, c'est bon, je vois où est-ce qu'ils veulent nous emmener, c'est trop fort». Ben oui, et oui, on C'est va y trop revenir fort. un peu après. Et là, ce qui est cool, bah, c'est qu'en fait, bah, la page suivante où on sent que Alfred est sur le point de comment dire, d'intervenir. On suppose qu'il sort son flingue, c'est pour abattre Batman, qui est un obstacle en fait à sa mission. En fait, on va tomber sur un hic parce qu'on va découvrir, pareil, encore une fois, un nouveau parti pris de de ce comics, c'est que bah, sa mère est encore en vie. Et sa mère, Exactement. elle est jeune. Je pense qu'il a 24 ans. Elle doit avoir une petite quarantaine, sa mère. Hein, parce qu'honnêtement, Ouais, la ouais, manière dont elle est dessinée, à mon avis, ouais, voilà. clairement. Et bah, il est assez proche de sa mère. On comprend que bah, sa mère, elle bosse à la mairie. Mmh. Puisqu'il est passé à la mairie hier, voilà, essayer de savoir si tout va bien, etc. Et en parallèle de ça, en fait, on a Alfred qui dit que bah, je pourrais le tuer comme ça devant sa mère, ça serait simple, je devais le faire. Et en fait, en Ouais. parallèle de ça, on voit qu'il écrit un message. Enfin non, il reçoit un message de quelqu'un, pardon, excuse-moi, de message d'une certaine Julia qui lui dit ne me contacte plus jamais. Mmh. Et il conclut par mais tu n'es qu'un sale gosse ou tu n'es qu'un putain de gosse parce que bon, il y a des petits, il y a plein de petits caractères spéciaux qui justifient que voilà. Et c'est vrai que c'est là où ça le fait revenir un peu à son humanité. Je pense que le message qu'il reçoit, on le découvre un peu plus tard, a un lien aussi qui l'a renforcé de ne pas aller au bout de ce truc-là. Exactement, je suis tout à fait d'accord et bon après on va pas rentrer dans les dans le détail de qui lui envoie, parce que je pense Oui, que faut que les vous le lecteurs saurez plus tard. le découvrent, mais du coup, c'est ce qui l'interrompt, dans la mission et le plan d'après, justement, est en lien avec, ce qu'on disait tout à l'heure sur, le fait que Bruce Wayne ait travaillé toutes ces années, au sein des différentes institutions de Gotham, parce que là, on se rend compte que habituellement, on a un Batman qui vit sous terre Oui, dans le lore de Batman. Et là, en fait, encore une fois, il y a le parti pris de changer la donne et de se dire, bah là, au lieu de l'installer sous terre, on va dans sa l'installer Batcave. dans sa Batcave qui, au Ouais. finalement, n'est pas sous terre, mais tout en haut dans des gratte-ciel qui sont, on va dire, en cours de construction, voire Et inachevés, ou peut-être à voilà, l'abandon, je ne sais pas. et voilà, et qu'on sent que bah, comme la ville est en proie à des problèmes financiers, a du mal à finir ses constructions. Exactement. Et on va vite comprendre, en fait, c'est pas un spoil, un gros spoil, mais qu'en fait, il a plusieurs planques un peu partout, et que du fait de travailler dans le bâtiment, en fait, il les a repérés, en fait. Et, Yes. et le Et il en a chapitre fait va... QG. Vas-y. Non, non, je disais qu'il en a fait ses QG, enfin ses différents QG. En tout cas, c'est le premier qu'on découvre. Et justement, moi, je trouve ça trop bien qu'il soit, bah, du coup, même au-dessus des nuages. Donc, c'est vraiment qu'il est inatteignable et qu'il y a personne qui ira le chercher à cet endroit-là. Et du coup, en fait, en parallèle du monologue d'Alfred qui a fait que de le suivre, en fait, il a trouvé sa planque. Donc, en plus, il le félicite en lui disant que c'est futé de se planquer au sommet des immeubles. Et il va lui dire qu'il va, désolé pour lui, mais mettre un terme à son business. Et encore une fois, Un affrontement. Pennyworth se fait surprendre par Batman. Et Qui est dans la c'est stratégie toujours, hein, qui est dans le 1 ou 2 coups d'avance toujours sur son ennemi. Hein. exactement, exactement. Mais du coup, il lui chope son arme. Donc, non, non, il lui chope pas son arme. Batman avait Non, déjà une il arme, avait pardon. une arme et il Il avait, était prêt à lui voilà. tirer dessus et il lui dit mais tu n'es pas un tueur. C'est ça. Et encore Et une fois, tu l'as dit tout à l'heure, c'était étonnant de voir un Batman avec couper des mains, enfin, et utiliser une hache. Et là, c'est surprenant d'avoir quasi un Batman avec un fusil à pompe un fusil, mais euh, qui est un fusil non létal. non létal, exactement. Voilà, Mais c'est n'empêche que important. c'est bizarre de voir un Batman utiliser Avec un fusil. Ouais, une ça arme prend à le feu. contre-pied. Ouais. Et on pourrait Exactement. s'attendre à ce que, en fait, si tu veux, il y a un trope sur Batman qui est que Batman ne tue pas.
Et c'est quelque chose en fait qui divise pas mal la communauté parce que Snyder a fait le choix d'avoir un Batman qui tue. Donc il y a plein de gens qui ont dit non, non, c'est pas mon Batman, ça. Le Batman, c'est un Batman qui ne tue pas. Il arrête ses ennemis, les fout à Arkham, et que s'il les tue, c'est vraiment parce que le mec s'est tué lui-même, quoi, tu vois. Ou alors qu'il a fait une connerie, qu'il a pas réussi à le sauver à temps, mais Batman n'est pas celui qui va donner le coup pour abattre. Et c'est vrai que là-dessus, je pense il est au courant de ce lore-là, à mon avis, Snyder, en écrivant cette histoire, et en mettant justement un fusil, il vient de dire, ok, les premiers trucs que le mec pense quand il voit le fusil, qu'il le voit tirer, pleine tête, ah ouais, mais d'accord, putain, il hésite pas à tuer, quoi. Et en final, non. Je vous ai feinté, les gars. En fait, c'est une arme non létale. Et je reste quand même quelqu'un qui a des valeurs. Et... Enfin, c'est quand même drôle parce que cette arme non létale, il y a quand même des espèces de mini batarangs à l'intérieur. Et oui, du coup, Alfred, on le voit sur le plan là. Voilà. Ouais. Et Alfred se retrouve avec des mini batarangs plein sur la gueule. Donc tu vois que le début de la relation entre eux, elle est pas du tout sur les meilleurs auspices. Que vraiment ils s'entendent pas du tout. Que t'en as un qui est là pour arrêter l'autre. Et voilà. Donc j'étais un peu en mode ok, d'accord, petit manque de respect, mais let's go. Alors t'avais raison. Hein, c'est un point qu'on n'a pas trop insisté, mais c'est l'arme qu'il avait piquée précédemment en fait à Pennyworth. Ouais, c'est ça. Ce qui fait qu'on pense que elle est létale, sauf qu'en fait il explique dans son texte qu'ensuite tout se passe très vite. Petit 1, je comprends que ce merdeux a changé mon fusil en arme non létale. Il est très vulgaire, il faut savoir Pennyworth. Oh, les deux. Le gâchis absolu. Petit 2, il jette le fusil à mes pieds, l'air de dire garde-le. Petit 3, j'entends rugir le moteur de ma propre foutue moto, donc il pique sa moto. Petit 4, il me dit vous n'êtes pas le seul à suivre les gens. Donc on comprend qu'en fait, s'il a accepté en fait de se laisser suivre, c'est peut-être qu'aussi il avait une idée derrière la tête. Donc on comprend qu'il est pas si. Enfin, ça fait changer beaucoup les plans de Pennyworth. Et enfin, j'entends un bruit de verre qui se brise alors qu'il traverse la fenêtre à 300 mètres de hauteur. Donc là, on revient sur le côté un peu what the fuck. Où diable comptes-tu atterrir? Là, on a un plan sur les chauves-souris, c'est ouf, pour renvoyer l'exemple du fait qu'il est complètement dingue. Exactement. Et ça se conclut sur je finis par me dire que tu n'es peut-être pas si mal, Nouvelle Gotham. Oui, parce que c'est vrai qu'il parlait à Gotham au tout début du chapitre. Exactement. Et on va faire passe de l'épilogue qui apporte pas grand-chose, qui tease un truc qui au final n'arrivera pas dans le tome 2, donc on va vous l'épargner, si tu veux bien. Allez, on vous l'épargne. Voilà, je le passe vite fait, mais comme ça, vous le voyez. Yes. Et on va repasser pour, du coup, nos auditeurs YouTube, on va repasser en plein écran tous les deux. Hop. On va parler un peu de la première accroche, mais je pense que les gens ont compris qu'on avait adoré cette première accroche. Globalement, comment tu as aimé ce premier tome et qu'est-ce que tu peux donner comme argument pour motiver les gens en fait à aller découvrir le premier tome de Batman, et puis on teasera un petit peu ce qui arrive dans le tome 2. Déjà, premièrement, c'est nouveau. En fait, tout est nouveau et tout te prend à contre-pied. Moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce Batman, c'est qu'en fait, tu vois, même la filature au final de Alfred, qu'on pensait être une bonne filature, au final, encore une fois, c'est que, en fait, ce tome, c'est que du contre-pied et c'est surtout une démonstration de force à l'état brut, et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Et très honnêtement, pour avoir lu pas mal de comics Batman, on va dire qu'ils restent sur des tons très classiques, très détective, tu vois, en parallèle de cet Absolute. Urban, ils ont aussi sorti Dark Patterns, pardon, j'arrive pas à le dire, Dark Patterns, qui est sorti là il y a pas longtemps, qui est beaucoup plus une enquête polar noir, suivie d'un pseudo-thriller un petit peu entre guillemets, et c'est pas du tout la même chose. Et pour le coup, non, vraiment, le premier, moi, j'avais acheté l'issue numéro 1, donc je suis content parce que du coup, c'est le first print, donc je suis vraiment content de l'avoir. Bravo. Le comics cote énormément. Exactement, en plus, mais il va rester à la maison. En tout cas, non, franchement, moi, j'ai été agréablement surpris. J'étais un peu resté sur ma faim parce que du coup, c'était des issues. Tandis que là, en vrai, sur la globalité du tome, il y a énormément d'action. Vraiment, on prend le temps d'installer l'univers absolu de Batman, de vous expliquer chacun des persos, les motivations, etc. Et surtout cette confrontation avec ce premier antagoniste, parce que tout le tome 1, du coup, on est sur vraiment avec Black Mask, tout ce que Black Mask a comme motivation pour faire tomber Gotham et Batman, la population aussi qui réagit à Batman, parce que il n'a pas un des meilleurs accueils sur le départ, hein.
comme Complètement. ce que vous avez pu voir dans le dernier film, par exemple, de Matt Reeves. Donc voilà, il y a aussi la relation avec sa mère qui va être évoquée un peu plus tard dans le tome, et aussi la relation qu'il a avec ses autres amis, parce que là, dans ce premier chapitre, on vous a parlé que de Waylon, du coup, alias Killer Croc, sans spoiler, mais vous auriez deviné. Oui. Et voilà, après, il y a d'autres personnages qui vont arriver. Et très honnêtement, hein, encore une fois, c'est un Batman qui, j'ai l'impression, est en année 1, entre guillemets, parce que du coup, pour Oui, ceux qui ont complètement. lu, voilà. Mais c'est une année 1 où ça va, il se démerde pas trop mal quand même. Vraiment, pour le Ouais, il est coup, déjà bien. Il est déjà bien il tanké, est ouais. déjà bien pour une année 1. Il y a quand même des erreurs qui sont faites, on va pas se mentir. C'est pas un Batman qui est parfait. C'est Non. un Batman qui va beaucoup souffrir aussi, hein, on va pas se mentir, qui va Oui. prendre très cher. Il va donner des coups, mais il va aussi en prendre. Donc c'est ça qui est cool. Et on n'a encore rien vu à cet état au niveau de à ce moment-là, en tout cas. Exactement. Désolé pour cette petite interruption. Non, non, pas de souci. Et du coup, non, franchement, voilà, il y a aussi le cas de Gordon qui va être évoqué un peu plus tard, et de la Oui. relation qu'il a aussi avec la mère de Bruce. On a Bruce Wayne qui va être confronté aussi à l'assassin de son père dans un flashback. Vous le verrez un petit peu. Et quand j'ai dit année 1, j'avais oublié quand même en fait, il en a des peut-être année 2 ou peut-être année 3, je sais Ouais, pas. c'est pas trop Parce insiste pas trop là-dessus, de toute façon. Ouais. on sait pas trop. Mais enfin, très honnêtement, Pas important, en fait. voilà, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'action et l'intelligence du récit. Très Oui. honnêtement, Je te c'est ce que rejoins, suppléer à ça un dessin qui est vraiment cool sur ce premier tome, oui. qui est vraiment, vraiment très très sympa. Moi, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre le dessin, la couleur, la mise en page, la narration, tout ça fonctionne très très bien. Ça rend la lecture très dynamique et assez pertinente. Ce qui fait que j'ai dévoré ce premier tome parce que je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Et encore une fois, ça cherche à nous prendre en contre-pied. J'avais des petits a priori quand même quand j'ai démarré, parce que je me dis, purée, c'est encore un énième relaunch et compagnie, c'est bon. J'en ai vécu plein des relaunchs de Batman, donc à un moment donné, je C'est vrai. commençais un peu à saturer. Et là, c'est vrai qu'en fait, il prend le contre-pied d'un Batman beaucoup plus brutal, qui pratique du MMA, hein, on va se dire les choses clairement, hein, qui revoit un peu tout le lore des méchants, avec un truc assez innovant et assez intéressant. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en tout cas, ce tome 1 prend le parti pris, en tout cas, en fait, dans son écriture. Il y a 6 issues au total, si je dis pas de bêtises, je crois, dans le tome 1. Ouais, exact. C'est toujours décomposé comme ça. Ça conclut l'histoire. Enfin, ça conclut en tout cas le premier arc, entre guillemets, si on peut dire ça, on peut parler en arc. Les 6 issues concluent l'histoire sur Black Mask. Voilà, pour le dire. En fait, toute la partie le zoo, en fait, au final. Tout le Le tome, zoo, la partie zoo, l'arc zoo, en tout cas, se ouais, l'arc termine avec. zoo, l'histoire avec Black Mask. Il y a ça set up des choses en arrière-plan qu'on va découvrir au fil de l'eau et puis qu'on découvrira dans les autres tomes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, voilà, vous avez en tout cas le premier antagoniste qui est Black Mask. Son histoire va être traitée au bout d'un tome. Et ça, c'est bien parce qu'au moins ça permet d'avancer et puis d'aller vers autre chose, quoi. Et c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, il y a 2 tomes de sortie. Il y a le deuxième tome qui vient de sortir, c'est pour ça qu'on en parle justement. Vous le verrez sur la couverture, ça fait la part belle à Bane, voilà. Qui est un récit que moi j'ai bien aimé globalement, mais qui s'est, je trouve, là où ils avaient réussi à doser les flashbacks dans le tome 1, Ouais. ont moins réussi à mieux le doser dans le tome 2. Je trouve que c'est là-dessus où l'écriture est un peu plus cafouillie, un peu plus bordélique, un peu plus chaotique, et que je pense que si c'était vraiment concentré sur le récit, aurait rendu le truc plus efficace. C'est En un fait, truc le tome 2, je l'ai trouvé ouf aussi, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je suis un peu plus critique parce que j'ai trouvé que l'écriture était tellement magistrale sur le tome 1, je vais te laisser réagir juste après, que le tome 1, j'ai trouvé qu'on avait descendu d'un cran, en fait. Et pour autant, on a Bane, hein, l'écriture de Bane est ouf, mais il y a trop de superflu, en fait, autour, et l'ensemble du run n'est pas dessiné par Dracota. Ce qui fait que je trouve que même en dessin, je trouve qu'il y a un petit downgrade aussi. Et voilà. Non, mais en tout ça, j'ai kiffé quand même dans l'ensemble, hein. On va se dire les choses, hein. alors moi, c'est tout l'inverse, justement. Ok, Moi, j'ai trouvé que ce tome était encore un petit cran au-dessus du tome 1. Parce que ok. justement, en fait, le chapitre 7 et 8, quand tu commences le tome 2, et je vais pas spoiler pour entrer dans les détails, en fait, ces deux issues là, qui on va dire une histoire un peu à part, parce qu'en fait, quand tu commences le tome 2,
tu t'attends à rentrer tout de suite dedans. Non, Alors et qu'en non. fait, tu ne rentres pas tout de suite dedans, Ouais, effectivement, et je l'ai trouvé un parce peu que chiante cette histoire. justement, parce que déjà, c'est pas dessiné par Dragota, Eh c'est ben non. dessiné par du coup Daniel Warren Johnson, si je dis pas de Oui. bêtises. Oui. Ce qui fait qu'en fait, on nous introduit un nouveau méchant qui va rester 2 chapitres. Voilà. Je vais pas Ouais. spoiler pour vous dire qui c'est, etc., parce que je veux pas vous gâcher ce plaisir. Mais mine de rien, en fait, c'est juste histoire de te mettre une petite introduction, comme si en fait, tu vois, c'est un peu comme quand tu lis des mangas, tu as des arcs de transition. Moi, c'est comme ça que je Ouais, moi l'appelle. je déteste ça dans les Et bah mangas. voilà, mais justement, en fait, on peut pas tout te donner tout de suite, tu sais, mais en plus, c'est Ouais, un moi tome que tu ça vois. m'a sorti. C'est un tome, bah non, justement, en plus, sans mauvais jeu de mots, tu as commencé par le dessert, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en Voilà. plus de ça, c'est ce tome 2 conclu par une espèce de mini-histoire là, qui est complètement osef en fait quoi. J'en ai feuilleté quoi. Tu parles du quoi? Du chapitre annual? Ouais. Ah oui, alors j'explique. En fait, Vas-y, explique. ce Ouais. tome 2, voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a les 2 premiers chapitres, qui sont une introduction et ensuite après, comme vous le voyez sur la couverture quand vous achèterez C'est le tome l'arc 2, Bane. c'est l'arc Bane qui, encore une fois, comme pour le tome 1, se conclut dans ce tome. Oui. Voilà. Et qui, on va se le dire, il est Incroyable, oufissime. Ah, il incroyable. est incroyable. L'arc Bane, vraiment incroyable. C'est vrai que Le c'est plan est énorme, on va se le dire. c'est ça. Le plan de Bane est énorme. La réaction derrière, comment Batman va réagir face à ça est juste dinguissime. Comment il va galérer aussi. Comment il va galérer, c'est ouf, c'est digne, c'est un bon Bane, putain, c'est un Ouais, bon putain de Bane. c'est un très très bon Bane. Et Et ça va loin dans le délire. tu sais que le dernier chapitre, pour moi, c'est une grosse référence à Akira. Le tout dernier chapitre. Ah bah oui, C'est vraiment une grosse oui. ref à Akira, j'en dirais pas Et plus. même le dernier plan du docteur, Oui. où on voit quelque chose, Ouais. ça me fait penser aussi à autre chose, tu vois, à d'autres trucs. J'ai plus la ref, mais ce plan-là, je l'ai vu quelque part. Ça m'a dit, putain, ça m'évoque quelque chose et ça m'est pas revenu. En tout cas, Donc, ouais. pour revenir sur le tome 2, Oui. qui est là, en fait, je vous explique. À la fin, c'est un tome qui est un peu plus épais que le tome 1. Donc, Ah oui, il y a de la matière. au niveau du prix, on est à 25 €. Pourquoi? Parce qu'en Oui. fait, Urban, ils ont décidé, et je sais pas, parce qu'il y a eu un timing très short pour faire ça, c'est que le annual, donc vous savez, pour les comics, chaque année, on a un issue un peu à part qui va raconter une autre histoire. Il y en a 2 qui sont sortis à l'heure actuelle où je vous parle. Il y a le Arkham, du coup, qui est du coup le Arkham entre guillemets, donc l'asile, voilà, donc qui est un issue où on va plonger plus dans ce qu'est l'Arkham et vous allez découvrir ça à la fin du tome. Je crois que c'est dans le tome 1 ou dans le tome 2 qu'on parle de l'Arkham. Non, c'est dans le tome 2. Dans Le tome 2, l'Arkham. Dans le tome 2. Ouais. Dans le tome 2. Et il y avait l'annual aussi où justement c'est un chapitre un peu à part what the fuck où du coup Batman se tape contre des suprémacistes ou des nazis entre guillemets, enfin voilà. Et Ouais. Urban en fait, comme c'est sorti il y a pas longtemps, ils avaient 2 choix possibles. Soit, et ça c'est que ma L'éditer à théorie, hein, part. soit Ouais. l'éditer à part, c'est-à-dire en fait Mais ça aurait flopé. on nous sort que les chapitres du coup 7 à 8, je crois. Et donc, du coup, ça aurait fait un volume pas très épais. Et ils ont décidé de rajouter quand même cet annual de 40 pages. Et donc, forcément, voilà, ça, c'est un truc à part, mais je pense que c'était pour donner. Et voilà, c'est osef, mais c'était pour donner un peu de matière au bouquin pour pas qu'il soit trop maigre. Voilà, tu vois, genre Bane, tu vois Bane en cover, mais tu vois que ton bouquin, finalement, il est. Bah, c'est pas il est tout Bane. que. Pas Bane, ça fait pas Bane. Mais du coup, voilà. Après, moi, personnellement, c'est un issue que j'ai déjà. Voilà, je l'ai lu. Focuser sur l'arc Bane si vous voulez pas lire le reste, si vous voulez pas faire comme moi. Mais en fait, cette lecture du chapitre anneau du tome 2 ne va rien vous apporter de plus. Non. C'est juste un défouloir. Voilà, c'est un vrai défouloir. Oui, c'est efficace, mais c'est osef, quoi. Voilà, c'est ça qui est un peu. Mais ce tome 2, franchement, cette deuxième partie consacrée sur Bane est incroyable parce que ça va loin, ça va très très loin. Ça glisse des petits refs. Voilà, si vous connaissez un peu l'univers du Red Hood, bah, ça vous dit deux, trois trucs là-dessus. Ça réimagine, ça intègre un nouveau personnage que je m'attendais pas à voir là. Ouais. Voilà, pour ceux qui savent. On a un petit Grayson qui est aussi teasé, mine de rien. Vite tough, mais oui. Mais voilà, mais il y a plein de. Grayson ou pas Grayson? On sait pas, on verra. À l'heure où on parle, je sais pas si je peux le dire ou pas en vrai. Je sais pas.
Non, je vais rien dire. Je vais Dis rien rien, dire. tu me le Non, je diras vais en rien off. dire. Yeah, yes. Donc du coup voilà, mais en vrai, tome 1 et 2 de Absolute Batman, globalement dans son ensemble, je C'est trouve très, que très, très, très quali. c'est très Ouais, ouais. quali. Ouais, ouais. Moi je comprends le succès autour, moi je suis monté dedans, je vous le dis franchement, je suis pas le mec qui lit 150 comics et qui est vraiment une grosse culture comics, même si j'aime énormément Batman et que je suis depuis l'animé, The Animated Series, donc depuis que je suis gamin, jusqu'à ce qu'il sort aujourd'hui, j'ai vraiment suivi pas mal de choses, donc ça va, j'ai une petite culture Batman. Mais honnêtement, j'avais pas relu quelque chose de ouf. Et comme je leur dis, Scott Snyder, où étais-tu pendant ces 15 dernières années? Vraiment. Bon, Fallait... il a un peu bossé ces 15 Oui, il années. a bossé, il a fait autre chose. Mais Ouais. franchement, pour revenir sur ça, non, c'est très très fort. Et je pense J'ai vu, que au niveau des chiffres de ce que j'ai vu, côté ça DC cartonne. et même côté Urban, ça Ça cartonne cartonne. énormément. Ouais. Ouais, mais Absolute, c'est vite le Batman en tout cas, c'est vite retrouvé en rupture. Le Superman aussi. Wonder Woman, je pense, ça a un peu moins bien marché. Mm. Mais Batman et Superman, ça a été des gros cartons, je pense. C'est ça. Vraiment. Et puis Ça a été derrière, on a des... quand même aussi 3 autres Absolutes qui sont sortis. Oui, En même temps que le tome 2, il y a eu Absolute Green Lantern qui est oui. sorti le même jour. Et on a aussi Martian Manhunter en Absolute et Ouais. Flash aussi en Absolute. Un Voilà. peu plus osef. Mais bon. Voilà. Ah, je sais pas. Franchement, je Tu- les ai pas encore lus. Parce que, bah, t'as vu, on a parlé des prix des comics et tout, etc. Pour l'instant, je reste, on va dire, sur la Trinité, mais j'ai pas envie de prendre le train Oui, oui, je trop en comprends. retard parce que les autres tomes vont sortir. Là, Urban, ils sont clairement sur là. Je pense que Superman et Wonder vont suivre dans pas longtemps sur les tomes 2. Et je pense que d'ici cet été, on aura Martian Manhunter volume 2 et Flash volume 2 aussi. Alors, Donc, il faut savoir que comme c'est très bien de faire le comics, et surtout Urban, c'est aujourd'hui, bon, bah, comme le comics se vend moins, ils se font aussi plaisir en faisant des éditions limitées, des éditions noir et blanc, donc forcément, ça ne coupe pas, puisque c'est ça. vous avez une cover alternative de Absolute Batman avec, bah, tu parlais d'Akira, bah, ça fait très Akira-esque, on va dire, Mm. sur ça. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter pour quasiment 30 balles le tome 1 en version noir et blanc complète. Pour ceux qui veulent pas la couleur et qui veulent le côté noir et blanc. Donc voilà, ils dérivent le truc vraiment dans tous les sens. Moi, j'ai juste apporté un tout petit bémol, c'est que je commence à voir un petit peu les coutures de Snyder dans son écriture. Ok. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a tendance des fois quand il va... alors ce qui est bien, c'est que c'est un mec jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que quand il lance son délire, il y va jusqu'au bout. Mais des fois, ça peut avoir tendance un petit peu à complexifier en fait le récit Pour pas qui en a grand-chose. qui en a pas besoin. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux Clairement, dire. c'est le petit reproche que j'ai à faire sur le deuxième tome, parce que je trouvais que le tome 1 était très bien dans l'écriture, le tome 2 a rendu un peu le récit un peu plus complexe, et je trouve que pour le coup, demande encore un peu plus de concentration pour pas se perdre, surtout quand tu mets le désert au début, tu mets un annual à la fin, et puis tu fais un peu de flashback, un peu plus que d'habitude, pour justement renforcer un peu l'impact de Bane. Et c'est vrai que c'est le reproche que je lui avais fait moi sur de Last Man on Earth, c'est-à-dire que c'est un récit qui démarre avec un high concept de malade mental et qui au final se termine sur un truc complètement what the fuck, et finalement j'ai pas trop aimé la fin en fait. Avec du recul quand j'y Ok. repense, j'ai trouvé la fin complètement ouais, dommage. Et c'est vrai que bon, tu vois, tu sens la baisse de qualité du run, cours des hiboux, tout ce qui va se suivre, tout cet arc qui va nous amener jusqu'à passer décomposé, je crois, ou en 1 ou en 2, je sais plus comment il s'appelle, les 2 derniers tomes là qu'il a écrit. Passé, présent, futur, je crois que c'était ça, non? Ouais, je sais plus comment se termine le truc, mais ça part en qualité, et des fois on sent qu'il va un Alors peu oui, loin. après oui, c'est vrai que c'est parti enfin ça a perdu en qualité et puis même il y avait des gens. En fait, le truc c'est que Snyder il fait du gore, mais c'est vrai que par exemple quand je repense à ce qu'il avait fait avec La Cour des hiboux, puis après il y avait le deuil dans la famille, tu sais, le Joker qui se Oui, réagrafe, c'est très bien celui-là, du coup très le très bien visage et celui-là. c'était cool, mais c'est vrai que des fois il part Ça dans va des loin. trucs où je me dis ouais ça va loin quand même un peu, tu vois. Bon là Ah pour ouais. l'univers absolu, je trouve que ça marche. Pour ce qu'il avait fait avant, moi j'étais en mode ouais, un peu chelou ton truc, tu vois. Mais Mais là, le côté tout l'arc Bane, je pense que ça peut en laisser quelques-uns sur le bord de la route, parce que ça va très très loin. ça va Voilà. très loin dans le délire, hein. Vraiment C'est pour le un coup, gros parti pris. vous pouvez ne pas aimer parce que vraiment le gore est vraiment présent dans Oui, le gore et le dégueu entre le gore et guillemets. le dégueu, ouais, Voilà, il y a un côté très, j'ai envie de dire, la chair, quoi. Hein, c'est ouais. le côté, voilà, c'est D'où presque le côté c'est du body horror, quoi, tu vois, un ouais, peu, voilà, c'est du c'est ça, Cronenberg un peu dans le délire, quoi, tu vois. Voilà. exactement avec la mouche et tout l'aspect, le Ouais, ouais, corps qui se complètement. ouais, exactement. Voilà. J'aime beaucoup cette Donc, ref.
Donc bref, oui, non, mais ça peut en laisser. C'est pour ça que je mets un tout petit bémol sur cette deuxième partie que moi que j'ai beaucoup aimé, mais que attention, voilà, c'est juste là-dessus. Bon, mon petit Chris, on est pas mal. T'avais une petite reco vite fait, je crois, pour conclure l'émission. En tout cas, à Ouais, lire absolute. ouais, du coup, Marocco, c'est Absolute Batman numéro 18 qui vient de sortir. Non, j'abuse, j'en ai un autre. Mais sachez qu'aujourd'hui. Ça vient de sortir. Donc ça c'est vient de quoi? C'est sortir. l'équivalent du 3e tome. C'est l'équivalent du 3e tome, du coup. Tu spoil en montrant certaines personnes qui maîtrisent les plantes. nature, Ouais, les plantes. exactement. Mais il est sorti aujourd'hui, voilà. Donc du coup, je me le suis procuré avant qu'on enregistre ce soir. Mais voilà, moi j'achète les issues en VO pour au moins la saga Absolute. T'es un purée de puriste, on va dire, pour rester poli. Ouais, voilà, et puis j'aime bien les avoir. En fait, tu sais, j'ai pas commencé il y a très longtemps les issues, et là pour Absolute et les Garde-les bien cachés. Hein. Bah, en vrai, c'est les first print, mais tu sais que j'ai tous les first print sauf un de Absolute. C'est c'est le numéro 13, du coup, avec Miaou dedans. Avec Miaou dedans. Voilà, et c'est le seul que j'ai pas eu en first print, parce que mon libraire m'avait dit, bah non, en fait, tu sais, Absolute Batman, on est au 13e numéro, mais ça vend toujours autant. Et moi, je pensais qu'en fait, les gens avaient décroché, et donc que j'allais trouver mon numéro, je vais le prendre plus tard. Et sur Paris, vous avez une grosse base de gens qui lisent en VO. Et il y a un gros marché sur ça, assez ouf, qui marche pas chez moi. Hein. J'avais bien compris. Mais la VO, ça cartonne. Hein. Ça cartonne. Donc voilà, et donc du coup ma reco, c'est toujours chez DC. Le film sort cet été et je voulais savoir ce que ça allait donner déjà en comics. Du coup, c'est Supergirl Woman of Tomorrow. Ok, voilà. C'est le livre dont s'inspire. En partie va s'inspirer le film. Donc du coup c'est par Tom King et Bill Clis Evely au dessin. Tom King c'est un crack aussi hein, pour le coup. Et apparemment il était en dédicace sur Paris il y a quelques. Non, il sera en dédicace. Ben non, mais c'est passé. C'était quand 15 février, je crois. Ah, c'est passé, ouais. Ouais, c'est passé. 3 jours au moment d'enregistrer. Ouais, bah j'ai zappé. Tu vois, j'ai zappé. Mais c'est pas grave. Très honnêtement, j'ai commencé à lire, je suis au 3e chapitre. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, qu'est-ce que c'est beau. Moi qui suis pas ultra Supergirl, je connais pas. Je sais pas s'il y a eu énormément de comics sur elle et tout, etc. Mais celui-là, ça marche un peu aux États-Unis, mais je suis pas convaincu que c'est eu un gros succès chez nous en tout cas. De quoi ce comics-là? Bah détrompe-toi. Je te parle de Supergirl de manière générale. Je sais pas pour ce comics-là. Ce comics-là, il a été en rupture de stock pendant un petit moment. Après, voilà, au niveau des dessins, moi j'aime beaucoup. Je sais pas si on voit bien. Voilà, je dirais pas que c'est un space opéra, mais ça se passe majoritairement dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes et tout, etc. Où on va suivre Kara qui va accompagner une jeune fille qui va être Kara Elle, exactement, qui va être en quête de vengeance suite au décès de son père. Et qui va demander à Supergirl de l'aider parce qu'en fait, elle va tomber sur Kara qui fête son anniversaire, qui est un peu bourré, qui est un peu solo dans son délire. Et du coup, Supergirl peut être bourré. Bah, en fait, à cause du soleil rouge et pas du soleil jaune. Voilà. Il y a tout un Mais d'accord, ça s'inscrit pas dans l'univers absolu. Hein. C'est une histoire non, c'est vraiment une histoire à part, c'est un one shot. J'aime beaucoup les dessins, l'histoire elle est vachement prenante. Voilà, donc c'est Marocco. Si jamais comme moi vous êtes curieux, parce que moi des fois je monte dans le train, je vois des trucs et je me dis ok, ça s'inspirait de ça. Et quand je regarde des films au cinéma, j'ai bien envie de découvrir le format d'origine sur lequel ils sont partis pour pouvoir du coup un peu plus comprendre de quoi ça cause. Bien sûr. De Tom King, on m'a recommandé très très fortement Up in the Sky, dessiné par Andy Kubert, qui est assez connu dans le monde du comics, du coup qui est très chouette. Et on m'a dit ouais, c'est un super récit, Up in the Sky, c'est un super Superman pour le coup. Donc voilà, il faudra que je m'y attelle un de ces jours, mais ça m'a été recommandé. Je me le note. Up in the Sky. Je suis en train de me demander s'il n'est pas sorti en format poche, tu sais, à pas cher. Je crois qu'il est dans les trucs qui sont sortis en format nomade, tu sais. Ouais, je te le confirme, je le vois là. Je le vois sur les recherches que je fais. Donc, ça a été une reco qu'on m'a poussé. On m'a dit, il faut que tu y ailles, c'est de la bonne cam. Moi, je vais vous faire une reco ciné. Je vous recommande le dernier Sam Raimi, Send Help, qui est sorti récemment au cinéma. Alors, pour être très honnête, en fait, quand je suis allé le voir au cinéma, je savais pas quoi aller voir. J'avais un soir où j'étais tout seul, tranquille, en déplacement.
Et j'hésitais entre le Silent Hill, mais vu le saut de caca qui s'est pris sur la tronche, j'ai pas osé y aller. Et puis en fait, je vois Sam Raimi, nouveau film, Rachel McAdams, Dylan O'Brien, donc Rachel McAdams, la reine des rom-coms dans les années 2000. Et Dylan O'Brien, vous le connaissez parce qu'il a fait Labyrinthe, il a été dans Teen Wolf et compagnie, donc c'est un peu l'acteur montant. Il a fait Ok. American Assassin, je crois. Il a fait aussi avec Michael Keaton. Donc c'est un peu l'acteur montant. Et en fait, on suit le personnage de Rachel McAdams qui joue Linda, qui est une analyste en données, en data. Enfin bref, voilà, elle bosse dans une grosse corporation. Sauf que il y a le nouveau patron qui arrive et qui ne s'intéresse pas du tout à elle. Elle passe pour c'est un peu une grosse beauf. Elle est un peu pas trop aimée par ses collègues. Elle espérait en fait avoir une augmentation, etc. Sauf que c'est son collègue qui lui pique l'augmentation. Aïe, aïe, aïe. Toujours eux. Et sauf qu'en fait, elle va se retrouver en fait associée à toute une banque de collègues et partir pour aller en Indonésie pour négocier des gros deals. Sauf qu'en fait, elle arrive à venir avec eux, à s'inviter en fait à bord, alors que personne voulait d'elle. Mais bref, ce petit groupe de 4-5 personnes partent en direction de la Chine, je crois, ou de l'Indonésie. Enfin, bref, peu importe. Sauf qu'il va y avoir un petit problème en cours de route, puisque l'avion va se crasher. Et ils vont arriver sur une île déserte et elle va se retrouver, elle, toute seule, avec son patron qui la déteste. Son Ah, patron qui est super. joué par Et, Dylan et, O'Brien. et du coup, je suppose qu'ils vont se rapprocher, se rabibocher. Eh ben, non, ça va pas se passer comme prévu. J'en dis pas plus parce que franchement, moi, c'est un film qui m'a surpris. Faut pas oublier que c'est du Sam Raimi. Sam Raimi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'humour horrifique. Voilà, quand vous avez ces bases-là, généralement, vous arrivez à peu près armé parce qu'il n'a pas fait que Spider-Man. C'est quelqu'un qui a fait Darkman, qui a fait aussi les Evil Dead, je vous l'apprends pas, qui a fait Drag Me to Hell, qui est un de ses derniers films, avec une nana qui se retrouve en fait maudit par une personne parce qu'elle n'a pas accepté de répondre à son crédit, ou je sais plus trop le topo de départ. Mais Scène Help, on retrouve en fait Rachel McAdams qui est très enlaidie dans le film pour le coup, alors que c'est une très belle femme, mais là ils l'ont rendue vraiment pas très très jolie. Elle prend pas soin d'elle, etc. Et Dylan O'Brien qui est le golden boy, beau gosse, qui sort avec un mannequin et compagnie, tous les opposent, mais pour autant ils vont devoir apprendre à survivre tous les deux sur cette île. Ce qu'il faut savoir, c'est que elle, c'est une grande fan de l'émission Survivor, ou chez nous Koh-Lanta. Voilà. Et bref, j'en dis pas plus. Je vous laisse regarder ce film-là. Moi, ça m'a éclaté. J'ai trouvé ça absolument génial. L'écriture, elle est vraiment cool. Il y a par moments, il y a des petits problèmes de rythme, de ventre mou, mais on lui en veut pas parce qu'il arrive toujours à trouver les stratagèmes pour justement faire durer l'action. Le film fait 1h40, je crois, de mémoire, peut-être un peu moins de 2 heures. C'est court, Non, mais je vois qu'il a annoncé 1h50. Ouais, on ressent un peu 1h50. Il a peut-être 10-15 minutes en trop qu'il aurait pu être enlevé. Mais en fait, le film est tellement drôle, tellement cruel, qui fait que on passe un super moment. Moi, j'y suis allé sans rien savoir sur le film. Ouais, et t'es ressorti. Et je suis ressorti avec le smile. Parce que Ok. j'ai passé un vrai bon moment. Et que c'est une vraie bonne découverte. J'ai dans une salle, en plus, une toute petite salle sur Bordeaux, hyper communicative, les mecs rigolaient. Enfin, je sens que la salle a kiffé le moment. Cool, et du coup, c'est un vrai bon film. Alors, il y a les puristes qui vont dire que c'est un Sam Raimi plutôt mineur, mais correct, mais très efficace. Moi, je trouve que c'est un très bon Sam Raimi. Pour ceux qui suivent, Bruce Campbell ayant pris sa retraite, il a quand même trouvé un subterfuge pour le mettre dans le film. Parce qu'il faut savoir que Bruce Campbell fait des apparitions dans quasiment tous les films de Sam Raimi, et c'était son héros dans Evil Dead, mais il est dans tous les Spider-Man, il est dans tous les films de Sam Raimi, on retrouve, il y a toujours un caméo de Bruce Campbell, en fait, c'est devenu le running gag. Mais comme Bruce Campbell a arrêté sa carrière, du coup, il est pas dans le film, mais il a quand même trouvé un moyen de le mettre dans le film. Enfin bref, je vous laisserai le découvrir. Voilà, Sand Help, avec Rachel McAdams et Dylan O'Brien, franchement, foncez, c'est de la bonne cam. C'est vraiment super et apparemment ça marche plutôt pas mal aux États-Unis, donc voilà, j'espère qu'il restera suffisamment longtemps pour vous aller le voir, mais ouais, c'est vraiment vraiment très très cool. Ok, je note. Marocco. Mon petit Chris, on te retrouve comme d'hab un peu partout, sur tous les réseaux sociaux. Chris Halk. Ouais, c'est ça. Sur Twitter, sur Insta. Mais bon, c'est du lifestyle. Mais sur Twitter, je parle plus de manga comics que sur mon Insta. Voilà, je fais des petites recos. Et puis, sinon, sur Manga Sûr. Et waouh! Et écoutez, juste avant qu'on se laisse, là, j'étais sur
j'étais en train de scroller sur Twitter. Alors, il y avait 2 trucs dont je voulais vous dire. C'est que là, à l'heure, hein, toujours dans l'univers Absolute, le premier truc qui a été teasé, c'est que dans l'issue numéro 20, on aura Absolute Robin. Voilà. Ok. Qui a été Quel annoncé Robin hier. Donc, Robin lequel, on ne sait pas. Et Absolute Green Arrow, là, à l'instant, là, ça vient de popper. Ouh, ça me chauffe. Annoncé pour mai 2026. Voilà. Parce qu'on a tous les deux été bercés par la série Arrow. Exactement. Alors moi j'ai eu le Arrow de Smallville et après j'ai eu le Arrow de Stephen Amell. Mais moi aussi j'ai eu le Arrow de Smallville. On fera un jour une émission sur Smallville. Yes. Je suis à la saison 8 là de mon rewatch. Voilà. Ah, t'es en rewatch là? Ah ouais, non, j'ai commencé le rewatch et j'ai arrêté à la saison 4 ou 5, je crois. Okay. J'avais fait une pause, mais là c'est bon. Faut que je me remette dedans. Mais c'est sur Netflix, je crois, en plus en ce moment. Exactement, parce que Prime Video, fuck les pubs. C'est bon, ça m'a saoulé. J'avais Prime Vidéo. Fuck les pubs de 3 minutes là, c'est bon. Mais voilà, en tout cas, ils sont bons là-dessus. Hein. Ils savent vous mettre leur pub, ces enfoirés. Je te jure, j'ai l'impression d'être sur M6 en me disant ah ok là j'ai le temps d'aller aux toilettes carrément et de, enfin bref. On sait pourquoi on regarde plus la télé. Hein. Exactement. Mais en tout cas voilà, il y a un visuel qui est sorti pour Absolute Green Arrow, qui est vraiment sympa, qui avait été teasé l'année dernière dans un Absolute Evil, donc que avec des méchants. Ça aussi un jour on en reparlera, mais je pense que ça va être calé dans un issue, ça je pense. Enfin, je pense qu'ils vont dans un hardcover. Mais voilà, Absolute Green Arrow qui a été teasé pour le mois de mai. Trop bien, j'ai hâte. Ok, je vois que c'est écrit by Kevin Smith. Alors attends. C'est moi qui hallucine ou Absolute Green Arrow, écrit par Porsnack Pichechoté et dessiné par Raphaël Albuquerque. On n'a pas les mêmes infos. Ok, d'accord. Je pensais que. Moi, je voyais que c'était by Kevin Smith, mais peut-être que c'est autre chose. Peut-être pas les. Voilà. Peut-être pas les bonnes infos. Apparemment, ça tiendrait plus du récit d'horreur, ce que je lis comme info. À voir. Franchement, à voir. Affaire à suivre, comme dirait l'autre. Bon, ben moi, vous savez où me retrouver. YPDLM Podcast sur les Twitter, Instagram, Blue Sky. Vous pouvez rejoindre le Discord si vous voulez échanger avec nous sur les dernières lectures, les comics. Et en parallèle de ça, vous le savez, je suis aussi sur le podcast Aiki dans ton podcast, qui me prend aussi un peu de temps. Avec pas mal de films arrivés, des interviews qui vont venir aussi. Enfin voilà, on parle d'arts martiaux et de tatane. Et ben mon Chris, merci beaucoup. On vous souhaite à tous l'invite. Avec grand plaisir. Et on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure où vous nous écoutez. Et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao, lisez des comics. Et des mangas aussi. Ouais. Voilà, il faut de tout pour un monde. Et de la BD. De tout. Exactement. Des bisous. Allez, des bisous.